Bienvenue donc à la conférence Comprendre la crise actuelle de l'humanité. Euh, c'est une conférence évidemment que je me fais le plaisir d'assister, de vous accompagner dans cette petite réflexion que j'ai à faire avec vous. Alors moi, mon nom est Sylvain Bélanger. Ça fait plus de 30, ça fait à peu près 35 ans que je fais de la consultation intuitive, c'est-à-dire que je rencontre des gens, soit par Zoom ou en présentiel, évidemment, pour faire des consultations de leur champ énergétique, de déterminer finalement quelles sont les problématiques de santé physique, énergétique, psycho-émotionnelle ou spirituelle que les gens peuvent avoir. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait que je fais depuis plusieurs années, que je fais toujours. Et puis depuis à peu près une trentaine d'années, je pense, on peut dire ça comme ça. J'enseigne également. Donc, moi, mon intérêt, ça a été évidemment donc, de constater que j'ai développé cette habileté-là. Je n'avais pas un talent inné, c'est-à-dire que je ne suis pas tombé dans la potion magique là, comme Obélix. J'ai donc développé cette habileté-là en suivant un enseignement avec un guérisseur. Et puis par la suite, bien évidemment, j'ai voulu mieux comprendre comment ça fonctionnait, j'ai voulu vraiment mieux cerner. Et c'est comme ça qu'est né l'écoute imaginaire, qui est une approche qui permet le développement des habiletés intuitives et des soins, et qui est devenue aujourd'hui la pleine conscience intuitive. Donc aujourd'hui, bien évidemment, l'entretien va parler un petit peu de ça, bien sûr. À la toute fin de la conférence, je vais peut-être plus élaborer sur le sujet. Mais évidemment, c'est de vous faire part un peu de mes réflexions et de mes observations à travers les années, puisque comme ça fait plusieurs années que je fais de la pratique, bien évidemment, j'ai beaucoup travaillé sur l'individu, sur les personnes. On regarde un champ énergétique d'une personne, bien évidemment, on voit diverses informations. Et ces informations qu'on observe, bien évidemment, c'est intéressant de pouvoir partager. Donc, alors, toutes ces années-là, finalement, de pratique intuitive que j'ai fait auprès des gens, au niveau individuel, donc, m'ont fait comprendre vraiment qu'on est tous, en tant qu'humains, dans une démarche évolutive. C'est-à-dire qu'on évolue dans un processus où on cherche donc à être de plus en plus en accord et en harmonie avec soi. C'est ça un peu le sens, quelque part, de moi, ce que j'ai observé dans mes pratiques intuitives. Il y a des gens qui vont être en alignement avec eux-mêmes et cet alignement-là va contribuer à leur permettre de s'épanouir. Il y a des gens qui ont des obstacles dans la vie, des blocages, toutes sortes de choses qui vont les empêcher de s'épanouir comme ils le souhaiteraient. Puis c'est sûr que mon rôle à moi, bien, c'est d'aider les gens individuellement à cheminer et à évoluer. Puis évidemment, parallèlement à ça, c'est certain que quand on commence à comprendre que chaque individu possède un champ énergétique et que dans ce champ énergétique-là, il y a de l'information qu'on observe dans ce champ énergétique-là qui concerne donc la santé, d'une part. Il faut savoir qu'il y a un physicien qui s'appelle Pop qui a mis en évidence que le soleil, que les cellules de notre corps absorbent la lumière solaire, puis ensuite réémettent une certaine lumière. C'est-à-dire que quand on observe le champ énergétique d'une personne, on constate que l'individu, finalement, donc absorbe et ensuite réémet. Et c'est un peu comme un phénomène de respiration biolumineuse, qu'on pourrait dire, qui s'effectue dans les cellules de notre corps. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que cette absorption et cette réémission de lumière, bien évidemment, c'est un peu comme une respiration que tout être humain a. Et on peut facilement comprendre que cette interaction qui se manifeste dans notre corps, bien évidemment, est en étroite relation avec les êtres humains qui nous entourent. C'est-à-dire que moi, si je suis en relation avec le soleil et que mes cellules de mon corps me permettent d'absorber et de réémettre de la lumière, bien, c'est évident que tous les êtres humains sont en intercommunication les uns avec les autres et que ces échanges biolumineux-là, ben, quelque part, vont entraîner des communications à notre insu, inconscientes, subtiles, qui vont se faire dans nos interrelations avec les êtres humains. Alors, tout ça, évidemment, ça m'amène à quoi? Mais ça m'amène à comprendre, évidemment, que moi, en tant qu'être humain, j'ai donc une relation avec le vivant qui est en moi, mais ce vivant qui est en moi est en interrelation avec le vivant que des gens autour de moi peuvent manifester et exprimer, et que tout ça, bien évidemment, se fait à travers un processus, évidemment, donc on est tous dans une forme de collectivité humaine. Cette collectivité humaine-là, bien évidemment, évolue et progresse, tout comme chacun d'entre nous au niveau individuel. Et qu'évidemment, comprendre la crise actuelle de l'humanité, c'est sans doute de comprendre, évidemment, que ces phénomènes cette émission, cet échange biolumineux qui se manifeste au niveau des cellules, mais se fait à travers deux grandes tendances. La première, c'est l'absorption. J'absorbe la lumière. Et quand j'absorbe la lumière, je me mets en relation avec ce que j'appelle l'ego. J'absorbe, ça veut donc dire que j'ai un processus d'introspection, ça me ramène vers moi. Et cette émission-là me ramène à l'idée que je suis un être fait de chair et d'os et que j'existe en tant que matière. Et quand ensuite il y a un phénomène d'émission biolumineuse, c'est donc à ce moment-là une forme de relation avec le monde
j'expansionne ma conscience, donc je ne suis plus finalement simplement fait de chair et d'os, mais je deviens effectivement énergétique et capable donc d'émettre l'idée que ma conscience peut évoluer. Elle n'est pas simplement limitée à ma dimension terrestre. Et tout ce processus-là d'absorption et d'émission biolumineuse met en évidence donc finalement que moi, en tant qu'être humain, quand j'absorbe, je deviens égaux. En fin de compte, je me limite à l'ego et quand j'émets, je deviens finalement quelqu'un qui a une conscience libre finalement de la matière. Et quand on fait l'observation d'un champ énergétique, ce qu'on constate, c'est que dans le champ énergétique, il y a donc de l'information, comme je disais tout à l'heure, qui est animée par donc les cellules de mon corps qui vont émettre de la lumière. Donc, si j'ai des dysfonctionnements dans mon corps, ben, ces dysfonctionnements-là vont être reflétés dans l'observation du champ énergétique que je vais regarder une personne. Puis, dans cette information énergétique-là, il peut y avoir donc des mémoires provenant de mon histoire personnelle, provenant des mémoires familiales, provenant des mémoires d'autres vies. C'est-à-dire que dans mon champ énergétique, il y a il y a un ensemble d'informations. D'où est-ce que viennent ces informations-là, finalement? Et comment ça se fait que moi, en tant qu'être humain, je peux donc raisonner avec des mémoires de mon histoire personnelle, ce qui est logique, hein, c'est-à-dire que ce que j'ai vécu à l'âge de 5 ans peut être animé dans mon champ énergétique, c'est-à-dire que si j'ai vécu un traumatisme à l'âge de 5 ans, ben, dans mon champ énergétique, il va y avoir une blessure qui va être là, que je vais pouvoir observer dans le champ énergétique. Alors, c'est quelque chose, évidemment, qui est quelque chose qu'on va effectivement constater comme dans mon observation, depuis très longtemps, c'est quelque chose que j'observe. Maintenant, quand on comprend quelque part qu'il y a des équilibres dans mon histoire personnelle, bon, c'est assez simple à comprendre, mais quand on commence à évaluer effectivement qu'il y a des mémoires provenant de notre histoire familiale ou des mémoires d'autres vies qui peuvent être associées à mon champ énergétique, c'est quelque chose un peu plus difficile à comprendre parce qu'on se dit, mais où est-ce que viennent ces mémoires-là? Et c'est là, évidemment, qu'un physicien qui a mis en évidence cette notion de l'univers superlumineux. C'est un terme qui a été défini. Bon, il y a plusieurs termes qui sont associés à cette idée de l'univers superlumineux, mais cet univers superlumineux, qu'est-ce que c'est? C'est que moi, en tant qu'être humain, je suis en relation avec un espace quantique. L'espace quantique, c'est un univers qui n'est pas observable par les yeux terrestres. Les yeux physiques ne voient pas cet univers superlumineux-là, puisque les particules qui sont associées à cet univers superlumineux-là vont trop rapidement. Donc, je ne suis pas capable de le voir. Et évidemment, quand je commence justement à prendre le temps d'habiter cet univers superlumineux, c'est-à-dire que pour moi, l'utilisation de l'imaginaire est une façon d'accéder à cet univers superlumineux-là. Et quand j'accède à cet univers superlumineux, qu'est-ce que je vais découvrir? C'est qu'il y a des composantes particulières dans cet univers-là. C'est-à-dire que ma conscience n'est pas limitée par l'espace-temps. Ce qui explique pourquoi un thérapeute intuitif, par exemple, peut faire des lectures intuitives d'une personne qui est à l'autre bout du monde, parce qu'on n'a pas besoin justement de tenir compte de la dimension terrestre pour accéder à ça, parce que ma conscience voyage. Et elle voyage plus vite que la lumière, en quelque sorte. C'est comme ça qu'on pourrait l'envisager. Et que quand on parle de mémoire d'autres vies, ça veut donc dire que moi, je suis ici dans mon moment présent. On est en 2023, je crois. Et on est là. Et puis, cette personne-là qui était en 2023, ben, elle est en interrelation avec toute son histoire de vie personnelle. Elle est tout en interrelation avec les mémoires familiales, donc les ancêtres qui sont associés à sa famille. Puis en plus de ça, on est associé à les mémoires collectives. Ça veut dire qu'en chacun de nous sommes associés à toutes ces interrelations mémorielles-là qui appartiennent à cet univers superlumineux, comme si on reconnaissait dans cet univers superlumineux cette capacité que l'on a d'accumuler de l'information sans cesse. C'est-à-dire que depuis le début des temps, l'univers superlumineux a, en fin de compte, enregistré toute l'histoire de l'humanité. Et ça veut donc dire que moi, en tant qu'individu, je suis en relation avec cette histoire de l'humanité-là. Puis en tant que collectivité, on est tous en relation avec cette collectivité-là. Donc, cette idée donc, de l'univers superlumineux, finalement, nous ramène encore une fois à cette idée qu'en tant qu'être humain, hein, à travers l'histoire de l'humanité de l'être humain, nous, en tant qu'individu, moi, j'évolue en tant qu'individu, mais en tant que collectivité, nous essayons aussi d'évoluer. Et cette évolution-là, évidemment, plus je suis limité à quelque part en tant qu'individu par cette histoire-là. Évidemment, vous l'avez compris, finalement, que l'histoire collective, la mémoire d'autres vies, finalement, qui sont présentes en nous, ben, elles vont nous empêcher de progresser et d'évoluer. Et pourquoi je dis ça? C'est un peu comme si moi, je considérais que, en tant qu'individu, on a une certaine forme de au niveau collectif, il y a une forme de pollution mémorielle qui s'est formée à travers le temps. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, je suis animé par de la mémoire. Et cette mémoire-là, ben, tout chacun d'entre nous, nous sommes animés par cette mémoire-là également qui
devient finalement une forme de matrice mémorielle. C'est-à-dire que la mémoire devient une puissance qui nous empêche de progresser et d'évoluer. Et cette difficulté de pouvoir progresser, d'évoluer en tant qu'individu, ben, elle se fait parce que justement, cette mémoire-là qui est là, c'est comme si elle voulait vivre, elle voulait exister. Et comme elle veut exister, puis elle veut évoluer à travers sa conscience, à travers son niveau d'évolution, ben, elle nous empêche, nous, en tant qu'individus, de pouvoir être nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, je donne l'exemple, l'enfant de 5 ans qui a vécu une position de victime étant enfant, ben cet enfant-là, quelque part, va m'empêcher d'avancer, de progresser tant il son temps que je n'ai pas fait la paix avec lui. Maintenant, si j'ai des ancêtres qui ont vécu une situation de victimisation de la même façon, ben mon arrière-arrière-grand-père, par exemple, peut m'empêcher de progresser, d'évoluer à son issue, puisque c'est une blessure avec laquelle mon histoire familiale n'a pas été, on ne s'est pas harmonisé. Donc, moi, je porte cette blessure-là en moi. Maintenant, si on fait référence à des résonances avec des mémoires d'autres vies en plus, je pourrais avoir plusieurs résonances avec des mémoires d'autres vies qui vont aussi résonner avec cette victimisation qui est en moi, ce qui veut donc dire que je vais avoir plusieurs blessures en tant qu'individu qui vont m'empêcher d'évoluer. Et toutes ces blessures-là, qu'est-ce qu'elles sont? Ce sont comme des énergies qui ont donc une volonté d'exister, comme par exemple si c'est des mémoires de victimes, qui sont toutes là. Ces mémoires de victimes-là, tant et son temps que l'humanité n'a pas fait la paix avec ces mémoires de victimes-là, ben, quelque part, on devient prisonnier de cette blessure-là, qui va entretenir en nous une blessure et qui va faire finalement que cette blessure-là ben, va se nourrir de qui je suis. Mais il y a tous les êtres humains avec lesquels, qui n'ont pas guéri à quelque part cette blessure de victimisation. Je ne sais pas si vous me suivez par rapport à tout ce que je viens de vous dire, parce que par moment, j'étais un peu déconcentré avec tout ce qui se passait. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair, tout ce que je viens de vous dire jusqu'à maintenant? Dites-le moi dans le chat si vous voulez bien. Puis je vais pouvoir répondre. Donc, Sonia qui me dit que c'est parfait. Donc, en tous les cas, je vais donc poursuivre. Puis s'il y a des questions, des interrogations, bien, j'irai voir le chat. N'hésitez pas. Donc, ça veut donc dire finalement que l'être humain que je suis en tant qu'individu cherche à évoluer. Et ça veut dire quoi? Quand je cherche à évoluer, je cherche à faire la paix avec moi dans tout mon bagage individuel, familial et collectif. Et ça veut donc dire que collectivement parlant, nous avons la même problématique. C'est-à-dire qu'un peuple, hein, par exemple, si on parle des Canadiens, si on parle des Français, on a également aussi dans notre champ d'énergie collectif la même démarche qui s'effectue. Et tout ça, finalement, se fait à travers un processus où, en tant qu'individu, en tant que collectivité, nous essayons d'évoluer, de progresser. Et selon moi, il y a, quelque part, l'évolution de la collectivité humaine et de l'individu a atteint une certaine saturation. La saturation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, en tant qu'être humain, je l'ai expérimenté en tant que collectivité et en tant qu'individu, j'ai expérimenté tout ce que l'être humain pouvait expérimenter sur la planète Terre d'une façon qu'on pourrait presque dire redondante. Redondante, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'usure, c'est-à-dire que j'ai compris, bon, j'ai été victime, j'ai été ceci, j'ai été cela, puis à un moment donné, ça se répète, ça se répète, ça se répète, ça se répète, puis on en arrive à se dire, mais mon Dieu, on n'est plus en train d'évoluer à quelque part à travers cette usure-là, cette répétition inutile, et à quelque part, ça nous amène aussi à se rendre compte que, hey, j'ai plus envie, moi, de vivre cette répétition inutile. Et c'est là, quelque part, que je pense qu'actuellement, on est dans une situation où, d'une part, il y a une certaine conscience humaine qui se dit, j'ai envie, moi, de ne plus répéter cette absurdité-là. J'ai envie, à quelque part, de développer une reconnaissance de quelque chose de plus grand que moi. Et d'autre part, il y a cette mémoire limitative que j'appelle, c'est-à-dire le mouvement répétitif de la vie, hein, des blessures, victimes et tout ce que vous voulez, qui se répète depuis le début des temps, qui est devenu quelque part, évidemment, elle, cette mémoire-là, qu'est-ce qu'elle veut? C'est elle veut continuer à vivre, elle veut continuer à exister. Donc, elle vient stimuler les êtres humains que nous sommes. Et ces stimulations, bien évidemment, nous, on les nourrit si on n'est effectivement pas en accord avec nous-mêmes. Mais que si on arrive justement à être de plus en plus en harmonie avec nous, on va de moins en moins répondre à ces stimulations qui vont venir de cette conscience mémorielle-là. Et de cette façon, on va trouver une position de verticalité plus grande, c'est-à-dire une position de plus grand alignement avec l'être que nous sommes. Et à ce moment-là, bien évidemment, collectivement, on va commencer à générer un autre style de comportement humain que celui qu'on a généré depuis le début des temps. Parce qu'il faut bien comprendre. C'est ça un petit peu que je vais vous présenter dans un instant, un peu cette progression de la collectivité humaine, comment elle a passé à travers diverses phases pour nous amener aujourd'hui vers où est-ce qu'on en est, puis on va explorer également vers où on s'en va de cette façon-là, dans cette logique-là que je vais vous présenter. N'hésitez pas si y a des questions, des commentaires, des choses qui ne sont pas claires, faites-le moi savoir. Ça va me faire plaisir, bien sûr, de répondre à tout ça.
Donc, pour faire un genre de petite conclusion par rapport à cette première étape-là, c'est qu'on pourrait dire que le cerveau, il y a un cerveau quantique. Le cerveau quantique, c'est un cerveau délocalisé qui se manifeste dans tout le champ d'énergie qui est autour de moi. C'est-à-dire que dans mon champ d'énergie, j'ai donc une information de mes organes qui émettent de la lumière, mais que dans ces organes-là qui émettent de la lumière, il y a de l'information qui n'est pas en accord avec moi, qui peut toucher mon histoire personnelle, donc des blessures que j'ai pu vivre dans ma vie personnelle. Je peux donc avoir également des résonances avec des mémoires familiales. Ces résonances-là se font dans l'univers superlumineux, puisque dans cet univers superlumineux, il y a plein d'informations mémorielles de mon histoire familiale, mais également des mémoires d'autres vies, et que tout ça, finalement, font que je crée une genre de programmation dans ce cerveau quantique-là, qui m'empêche à quelque part d'être moi en tant qu'être humain. Parce que moi, en tant qu'être humain, j'ai une forme d'essence originelle, pourrait-on dire. On pourrait dire que je suis un être lumineux. Et cet être lumineux-là, s'il est dépollué de la mémoire, ben quelque part, il est lumineux, point. Il est un être réalisé, en quelque sorte. Mais comme on a cette mémoire qui nous garde tout le temps, qui nous entretient, pourrait-on dire, dans le passé, bon, on n'arrive pas justement à s'actualiser dans une expression plus juste et plus lumineuse de soi. Donc, ce que j'avais envie de vous proposer, c'est justement de faire un petit voyage dans ce que j'appelle, moi, la spirale évolutive, c'est-à-dire à travers les 7 grandes familles d'âmes pour découvrir de quelle façon que ces familles d'âmes-là se sont développées et de quelle façon qu'on s'est éloigné aussi, sans doute, également, à travers ce développement de l'humanité, on s'est éloigné de notre essence originelle. Donc, il y a des écrits ésotériques qui disent que l'humanité se compose de 7 rayons. Alors moi, je ne veux pas vous parler de ces 7 rayons-là, mais je vais vous parler donc de ces 7 familles d'âmes-là qui sont directement reliées à un développement humain, qui sont souvent associés au chakra, mais qu'on peut également situer simplement comme 7 degrés d'évolution humaine, 7 processus qui fait que l'être humain apprivoise une énergie vitale qui va l'amener de plus en plus équilibré en harmonie avec lui-même. Donc, la première famille d'âmes, c'est relié au chakra racine et c'est la famille des bâtisseurs. Alors, les bâtisseurs, finalement, au tout début des temps, OK? Je ne vais pas situer ça dans le temps avec des années, etc., mais vous allez voir que ça correspond sans doute à un processus de développement humain qui s'est fait à travers le temps. Donc, les bâtisseurs, finalement, ce sont les êtres humains qui sont arrivés sur Terre, puis il n'y avait pas grand-chose qui s'était... L'être humain était ignorant, il arrivait sur Terre, puis il ne savait pas comment la planète Terre fonctionnait. Donc, il a fallu cet être-là de comprendre finalement que la planète Terre était un petit peu comme un paradis. C'est-à-dire qu'on pouvait faire pousser des légumes, il y a plein de choses qu'on pouvait faire, mais il a fallu que l'être humain comprenne comment la planète Terre fonctionnait, puisqu'il arrivait, puis il n'y avait pas de mode d'emploi. Donc, il y a un apprentissage face à la matière qui a dû s'effectuer dans cette famille des bâtisseurs. Et c'est certain que cette notion de respect, ça demandait évidemment que l'être humain reconnaisse que la planète Terre était finalement un don qu'on lui donnait quelque part à cet être humain-là, tout ce qu'il fallait pour être heureux. Et ça, pour arriver à cette conclusion-là, il fallait effectivement qu'il y ait une forme de respect envers la dimension que la planète Terre lui proposait, un peu comme si on reconnaissait que la planète Terre est un organisme vivant et qu'on devait prendre soin de cette planète Terre-là, puis on devait chercher à s'harmoniser aux règles que la planète Terre nous proposait. Alors évidemment, le bâtisseur, ça c'est l'expression que je viens de vous dire, c'est une expression vraiment lumineuse, je dirais, du bâtisseur que je viens de vous nommer. Puis, malheureusement, dans le développement humain, il y a donc des blessures souvent associées à l'abandon. Hein. La blessure fondamentale du bâtisseur, c'est l'abandon. L'abandon, c'est quand je me sens quelque part, je me sens finalement abandonné de l'univers, de l'intelligence, je me sens quelque part seul, OK? Et cette idée de me sentir seul, ben ça vient d'où? Mais ça vient effectivement de ce sentiment quelque part que je ne suis pas en relation avec Dieu, je ne suis pas en relation avec quelque chose de plus grand que moi. Et donc, le bâtisseur, finalement, c'est là qu'il a appris, quelque part, donc, à ne pas respecter à ce moment-là ce que j'appelle le sacré de la vie, le sacré de la planète. Et il a commencé justement à développer ce qu'on pourrait dire comme des relations un peu, comment dire, matérialiste. Hein. En fin de compte, l'être humain a commencé à se rendre compte, effectivement, que la planète Terre, ben, effectivement, c'était quelque chose qui lui appartenait. Et comme ça lui appartenait, ben, lui, il pouvait se permettre, justement, de pouvoir faire ce qu'il voulait hein, de cette planète-là. Puis, lui, il pouvait, justement, en profiter, etc., puis devenir, finalement, moins conscient du côté sacré de la planète. Et quand on regarde aujourd'hui où est-ce qu'on en est par rapport à cette famille d'âmes-là, on comprend bien, effectivement, qu'on s'en est complètement éloigné. On a aujourd'hui des gros problèmes d'écologie. On a des gros problèmes à plein niveau au niveau de la planète Terre. On reconnaît que la planète Terre, on a exploité ses ressources d'une façon importante sans la respecter.
Alors, vous comprenez que déjà avec la famille d'âme des bâtisseurs, il y a donc déjà une étape finalement où on s'est comme éloigné quelque part de cette expression-là juste qui est reliée au chakra racine et que chacun d'entre nous, nous avons à faire un travail de réalignement par rapport à cette capacité de reconnaître que le planétaire est un espace sacré et qu'on doit donc justement arrêter de l'exploiter comme on a pu le faire jusqu'à maintenant. Donc, c'est certain que pour moi, quand on parle de cette crise actuelle, ben moi, je pense que justement, on est dans un processus où il y a une forme de maturité qui commence à prendre forme en tant qu'être humain. Et ça, je parle d'un point de vue individuel, non pas d'un point de vue de société, dans le sens que c'est pas un système politique qui va nécessairement nous amener dans cette direction-là. C'est plus, je pense, une émergence d'une responsabilité individuelle de chacun d'entre nous qui nous amène à nous dire, hey, moi, j'ai envie de respecter la planète Terre. J'ai plus envie, à quelque part, qu'on vienne me raconter du baratin pour me faire croire, quelque part, que je vais prendre soin de la planète Terre parce qu'on va me dire comment je vais le faire. Je vais le faire. J'ai plutôt envie de reconnaître que moi, j'ai envie effectivement de reconnaître que la planète Terre est un organisme vivant, puis d'en prendre soin, mais de prendre soin de moi aussi en tant qu'être humain, parce que si la planète Terre est un organisme vivant, ça veut dire que moi, je suis un organisme vivant et que chacun d'entre nous, nous sommes des organismes vivants. Donc, on ne peut plus se permettre à quelque part de commencer à se comporter comme si on était de la chair à canon ou je ne sais quoi. OK? Donc, ça, c'est vraiment un élément important par rapport au bâtisseur. Ensuite, le communicateur, ben, lui, il a commencé à prendre conscience de l'agriculture, il a commencé à prendre conscience de la possibilité de pouvoir justement se déplacer par la mer avec les bateaux, etc. Il y a donc tout un processus qui s'est fait à ce moment-là. L'être humain commençait aussi à devenir moins sédentaire, être plus capable de se déplacer, de plus découvrir donc d'autres cultures, etc. Il y a tout un élément de l'art qui a commencé à prendre forme à ce moment-là. Et c'est la famille d'âme des communicateurs qui est reliée à cela. Et les communicateurs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens finalement qui ont développé leur identité. Alors, leur identité, c'est je reconnais que je suis Sylvain Bélanger et que Sylvain Bélanger, bien, il y a une façon de se comporter, une façon d'être en harmonie avec lui, une façon de fonctionner émotionnellement parlant, un caractère, une personnalité, etc. Comme chacun d'entre nous, nous sommes ça aussi. C'est-à-dire qu'on est tous arrivés sur Terre avec des composantes qu'on n'a pas choisies. On se fait imposer d'une certaine façon un certain nombre de choses qu'on va découvrir tout au long de notre vie et qui vont devoir nous amener à nous accepter. Et nous accepter, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement de développer une authenticité envers nous-mêmes, de reconnaître que nous sommes ce que nous sommes et de ne pas être honteux de ça, et d'apprendre aussi à développer une forme d'authenticité envers notre entourage pour qu'on ait des relations vraies avec les gens autour de soi. Et quand on regarde encore une fois le développement de l'humanité, ben, la blessure émotionnelle associée au communicateur, c'est le rejet. Et le rejet, c'est quelque chose d'important à comprendre ici, c'est que quand je cherche à être vrai, ben pour être vrai, il faut que je sois capable de sentir que les gens vont être en mesure de m'accueillir, de m'accepter, de m'apprécier, de m'aimer tel que je suis. Et évidemment, c'est un processus qui n'est pas si simple que ça. On le sait tous, on a tous vécu sans doute des situations où on n'a pas été accepté ou accueilli de notre entourage. Puis d'une façon collective, quand on regarde comment la société fonctionne, on réfléchit un peu, puis pas tellement besoin de faire une grande réflexion là-dessus. On constate bien que finalement qu'on vient d'une société où on a appris à utiliser ce que moi j'appelle le mensonge d'une façon assez naturelle. La publicité, c'est quoi? C'est une façon d'influencer un consommateur pour lui faire vendre quelque chose. Les médias, hein, plus que jamais, avec ce qui s'est passé récemment, on a vu la censure, on a vu un tas de choses, donc on a bien compris que les médias avaient une tendance, effectivement, à ne pas rechercher l'authenticité, mais plus chercher quelque part à contrôler l'information pour faire en sorte, effectivement, que l'information, bien, elle soit transmise pour qu'on ait un certain biais qui soit manifesté, pour que les gens, quelque part, aient dans une certaine direction, etc. Et tout ça, bien évidemment, ça ne contribue pas vers cette fameuse authenticité-là. On a appris à mentir quand on dit à quelqu'un comment vas-tu, on le rencontre, comment vas-tu, on s'attend que l'autre personne va nous dire ça va bien. Et si elle nous dit que ça va pas bien, qu'est-ce qu'on va faire en général? On va partir en courant en lui disant j'ai d'autres choses à faire, je suis désolé, je fais des blagues en présentant ça comme ça, mais c'est quand même pas si faux. C'est-à-dire qu'on retrouve vraiment une tendance à ne pas chercher à être en une relation vraie avec soi et avec les autres parce que justement, ça prend trop de temps, c'est lourd, c'est pénible, on n'a pas envie de ça, on veut que les choses soient légères souvent et dans ce sens-là, bien évidemment, on va s'éloigner de cette vérité-là. Et l'autre élément, c'est la manipulation, bien évidemment, le mensonge, la manipulation, bien, on a appris à notre insu de manipuler les gens. Parce que justement, quand on ne dit pas la vérité, bien, on peut faire
croire quelqu'un quelque chose pour obtenir de cette personne quelque chose aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est un mal humain. Hein? C'est-à-dire que cette façon de s'éloigner de l'authenticité, c'est quelque chose où on a appris, nous, finalement, à développer le mensonge naturellement. Le mensonge, qu'est-ce que c'est? Bien, finalement, c'est d'exploiter les êtres humains, hein, quelque part. Hein? Moi, j'exploite quelqu'un, l'autre personne m'exploite, et ainsi de suite. On a appris donc à développer cette condition-là comme quelque chose de naturel, comme une pulsion humaine naturelle, alors que ce n'est pas le cas. C'est quelque chose qu'on a appris finalement à accepter parce qu'on n'était pas assez évolué probablement pour être en mesure de pouvoir dépasser ça. Mais je pense aujourd'hui, encore une fois, que l'être humain tend à s'aligner à cette forme de vérité intérieure et ça demande évidemment de commencer à dévoiler des secrets. Les secrets, finalement, c'est tous les secrets qui étaient dissimulés, qui étaient cachés dans le passé par rapport à la façon que la société pouvait contrôler l'individu. Et je pense qu'encore une fois, on est dans une démarche dans ce sens-là de révolutionner en quelque sorte la communication. L'Internet, par exemple, les réseaux sociaux ont permis justement de libérer d'une certaine façon une voix qui n'était pas entendue. Et évidemment, il y a toute la censure qui a essayé de contrôler tout ça, mais à quelque part, bon, il y a des excès de tous les côtés, dans tous les sens, dans ce que je vous dis. Mais en même temps, on tend vers une volonté, en tous les cas, de chercher quelque chose de plus, on veut être plus proche d'une vérité. On a moins envie, quelque part, de simplement se cantonner à une vérité. Il y a donc plusieurs façons de voir la vie. Et je pense que quand on regarde la vie avec plusieurs façons, on est capable d'amener une multiplicité de points de vue qui fait qu'on est capable de développer une plus grande authenticité vers une situation parce qu'on a une maturité par rapport à la situation, on n'est pas simplement biaisé par une voie ou un chemin. Donc, c'est ça un peu qui est intéressant aussi par rapport au communicateur. Le guerrier, c'est toute la relation avec la guerre. Hein, c'est quand on a découvert le fer et tout ça, ça a amené comme des objets de guerre, des outils finalement qui permettaient de créer la guerre. Puis évidemment, le guerrier, c'est le dominant. Donc, c'est toute la nature justement dominatrice qui s'est exprimée de cette façon-là, la volonté de dominer un espace. Mais moi, j'ai cet espace-là, j'en veux plus, donc je vais aller conquérir, je vais habiller, prendre possession d'un autre lieu, ce qui amenait donc évidemment cette notion du dominant versus le dominé. Et ça, c'est évidemment quelque chose encore là très humain. On a tous été confrontés à ça en tant qu'individus face à d'autres individus. On a soit subi la domination de quelqu'un, ou on a soit même nous-mêmes manifesté une forme de domination vers une autre personne. C'est quelque chose qui fait partie aussi de l'être humain que nous sommes. Et on ne peut pas juste dire, ah, ben, c'est les autres qui sont dominants, moi, je ne suis pas dominant. On a tous, quelque part en nous, cette part de domination-là et qu'on apprend à reconnaître qu'on fait partie de cette humanité-là, on se rend compte effectivement qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on est porteur de ça. Et ça, je pense que c'est important de reconnaître cette réalité-là. La blessure émotionnelle qui est associée au guerrier, c'est pas la trahison, excusez-moi. Voyons donc, je ne me rappelle plus. Quelqu'un qui va peut-être m'aider, c'est le rejet. Ensuite, la trahison. Non, ce n'est pas la trahison. Ça ne me revient plus. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Mais l'idée du guerrier, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que le guerrier, dans son objectif ultime, c'est d'aller vers la collaboration parce qu'un bon leader, c'est quelqu'un qui prend conscience qu'il peut dominer les autres, mais il peut aussi s'assurer de s'entourer de gens avec lesquels il va pouvoir collaborer. Il va reconnaître les compétences et les qualités de chacun, et parce qu'il les reconnaît, il va pouvoir arriver à développer une relation beaucoup plus satisfaisante. Alors, la blessure émotionnelle, c'est l'humiliation, okay, dans le plexus solaire. Donc, c'est l'humiliation qui va amener justement le guerrier à subir quelque part une forme de frustration, de mécontentement, de colère qui va l'amener à vouloir se dominer parce que justement, il ne va plus vouloir être humilié. Et ça, c'est quelque chose encore là de très humain, encore une fois. Et c'est quelque chose, évidemment, il faut bien comprendre que le dominant et dominé, on est porteur de tout ça. Et qu'à quelque part, il faut apprendre à se libérer de cette volonté de dominant et de dominer pour accéder à une collaboration où on reconnaît les compétences de tous et chacun et on reconnaît quelque part qu'en collaborant avec chacun d'entre nous, ben on développe effectivement une puissance beaucoup plus élevée que si on cherche qu'à dans une position de dominant-dominé, puisque si je domine quelqu'un, ben je suis en train d'entretenir chez cette personne une forme de frustration et de mécontentement qui un jour va m'amener à quelque part à être dominé par cette personne-là. C'est un genre d'un cercle vicieux qui devient vraiment très pénible à ce moment-là, qui peut être présent là-dedans. Ensuite, je te remercie Sonia, mais j'avais trouvé. Ensuite, donc, la quatrième famille, c'est le serviteur qui, lui, nous amène justement un peu plus à notre époque actuelle. C'est intéressant de le comprendre que cette époque actuelle-là, finalement, nous amène à constater que en tant qu'être humain que nous sommes, on apprend à vouloir servir l'humanité.
OK? Le cœur, le chakra du cœur, c'est les serviteurs. Les serviteurs, c'est quelqu'un qui a envie de servir l'humanité. Il a envie de se tenir debout et de dire, ben moi, j'ai envie d'être au service. Au service de quoi? Mais des êtres humains qui m'entourent, mais d'une façon positive et constructive. J'ai pas envie d'être qu'on m'utilise, j'ai pas envie qu'on me domine, j'ai pas envie à quelque part qu'on cherche à essayer de faire quelque chose que j'ai pas envie. Hein? Vous voyez, c'est une position de service, mais une position de service respectueuse de moi-même et respectueuse de mon entourage. Et que tout ça, bien évidemment, nous amène à comprendre effectivement que quand le serviteur est en alignement avec lui-même, ben, il va donc avoir une mission de vie qu'il va se donner la permission d'avoir en se disant, ben, moi, j'ai envie d'apporter à la société quelque chose de positif, quelque chose que moi, je ressens comme étant juste, et j'ai envie de le donner à l'humanité pour que l'humanité puisse bénéficier de ça. OK? Alors, évidemment, on le comprend que tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas si facile que ça en tant que pour nous, en tant qu'être humain, d'arriver à être capable d'apporter cet apport dans la société, puisque la société nous dit, ben voilà les options que tu as dans la société pour vivre puis exister. Puis, à quelque part, ben, on ne donne pas toujours une place à un individu pour se dire, ben tiens, qu'est-ce que tu aurais le goût d'apporter à la société? Non, on va dire la société est comme ça, tu dois te conformer à la société, puis trouver ta place à l'intérieur d'une conformité qu'on te donne. Donc, le serviteur, finalement, c'est quelqu'un qui a une maturité qui s'est développée. Et cette maturité l'amène à être un adulte. C'est-à-dire que dans la tradition des chakras, dans la tradition des guérisseurs, quand on parle du chakra du cœur, on parle d'un individu qui a appris à s'aimer. Il a appris à s'aimer parce qu'il a appris à respecter ses besoins de sécurité. Il a appris à accueillir ses besoins émotionnels. Il a appris effectivement à reconnaître son désir d'avoir du pouvoir et de tout accueillir ça dans l'amour de soi-même pour être capable de dire, ben voilà, je suis un être qui a une certaine puissance, une certaine force et j'ai envie d'apporter à la société ce que j'ai de plus beau à offrir. Alors tout ça, c'est un processus de maturité qu'on retrouve le chakra du cœur et le serviteur. Et on peut sans doute penser que d'un point de vue collectif, on a atteint un certain niveau de maturité dans la conscience humaine pour être capable de dire, eh bien, moi, je n'ai plus envie, effectivement, d'être dominé. J'ai plus envie qu'on joue avec la matière, le monde terrestre comme on le fait jusqu'à maintenant. J'ai plus envie, à quelque part, qu'on me mente, qu'on me manipule. J'ai plus envie, à quelque part, qu'on me domine, que je domine. J'ai plutôt envie, à quelque part, de me retrouver dans un monde meilleur. Et le monde meilleur, mais évidemment, c'est le monde où j'ai envie d'avoir une mission de vie positive pour amener le monde à être plus en harmonie avec ce qui doit être ce monde-là. Et là, c'est intéressant parce que ça ouvre la porte, effectivement, à un élan du cœur, pourrait-on dire, qui ouvre la porte à une autre façon d'envisager le monde. Et c'est ça, quelque part, qu'on est en train doucement, pour moi, d'assister à cela. Évidemment, ça ne se fera peut-être pas du jour au lendemain, on est d'accord, mais c'est quelque chose qui est en processus, je dirais. Ensuite, on va parler de trois familles d'âmes qui, elles, sont en apprentissage actuellement dans l'humanité. Il y a le créateur qui est relié au chakra de la gorge, qui, bon, le serviteur, je ne l'ai peut-être pas dit, c'est la trahison, la blessure émotionnelle. Et le créateur, bien évidemment, c'est un individu justement qui commence à se connecter avec le ciel. Jusqu'au chakra du cœur, on est connecté avec la relation avec la terre. On apprend donc à s'assumer en tant qu'homme ou en tant que femme. Et quand on s'ouvre au chakra de la gorge, on commence à comprendre à quelque part qu'on est en relation avec le ciel. Donc, quelque chose de plus grand que soi qui est au-dessus de ma tête. Hein. Et ce plus grand que soi-là, ben, le créateur, c'est capable de reconnaître finalement que dans la matière, il y a des choses qui existent. Mais le créateur, lui, est capable de se connecter avec le principe intelligent pour comprendre des choses qui ne sont pas encore venues sur Terre. C'est quelqu'un qui va arriver avec des élans de non-conformité, il va arriver avec des projets nouveaux, des façons nouvelles de voir la vie, il va arriver avec des créations, finalement, c'est un inventeur, c'est quelqu'un qui va avoir envie d'apporter des nouvelles choses sur la planète Terre. Et puis, évidemment, le créateur, bien évidemment, c'est quelqu'un qui va commencer justement aussi à être un peu comme un individu finalement qui croit en lui et puis qui a envie d'amener des nouvelles choses sur la planète Terre. Donc, c'est quelqu'un qui va être vraiment un non-conformiste, il va vraiment amener une nouvelle énergie sur la planète Terre. Et évidemment, ben, le monde extérieur, la société, la planète, l'être humain ne va pas toujours l'accepter dans ces projets-là, parce qu'ils vont peut-être juger que ces projets sont trop innovateurs, trop dérangeants, je ne sais quoi. Donc, le créateur doit avoir une certaine force d'individualité, puis il doit également être capable de faire face à ce que j'appelle, moi, l'injustice. La blessure émotionnelle du créateur, c'est l'injustice individuelle, c'est-à-dire, moi, en tant qu'individu, j'arrive avec des super beaux projets, des super bonnes idées, des extraordinaires, sauf que la collectivité ne me reconnaît pas dans cette créativité-là, et c'est souvent quelque chose qui va être dommageable pour l'individu à ce moment-là, évidemment. Et évidemment, un des éléments, c'est que moi, je pense que collectivement, on est en train de s'ouvrir progressivement
à cette idée qu'on n'est plus justement isolé sur la planète Terre, mais on commence à comprendre que la planète Terre est animée par des règles et des lois qui nous dépassent, et on commence à s'ouvrir à l'espace quantique, c'est-à-dire qu'on commence à comprendre que dans l'univers quantique, il y a quelque chose qui nous dépasse. De plus en plus de physiciens reconnaissent qu'il y a une forme d'intelligence, une forme d'énergie à quelque part qui nous dépasse, qu'on ne maîtrise pas, et qu'on apprend donc tout doucement à accueillir comme étant quelque chose qui nous dépasse complètement, puis qui nous fait comprendre effectivement qu'il y a un principe vivant, un principe intelligent qui anime la conscience humaine. Et le créateur, bien évidemment, c'est celui qui commence à reconnaître cette créativité-là en s'appropriant évidemment l'idée qu'il puisse apporter des nouvelles idées parce que justement, lui est connecté avec ce ciel-là, est connecté avec ce principe intelligent-là, ce qui lui rend justement capable d'apporter de nouvelles solutions à l'humanité. C'est là un petit peu qu'on comprend ici que progressivement, à mesure que l'être humain se consolide et se solidifie dans sa relation avec la Terre, ben, il est capable d'assumer effectivement d'être porteur d'une lumière plus en accord avec lui-même. Et le Créateur, ben, c'est des êtres qui vont progressivement donc favoriser, créer un monde nouveau en fin de compte. Hein. C'est comme ça qu'on pourrait l'envisager. Puis c'est certain que dans cette blessure émotionnelle du Créateur, bien évidemment, si je ne suis pas capable, moi, de me relier à cette transformation créatrice, ben c'est possible évidemment que je décide de me dire, ben moi, je n'ai pas envie d'accéder à cette créativité-là, j'ai envie au contraire de m'accrocher à une conscience humaine qui va finalement, que je vais contrôler. Je ne vais pas m'ouvrir au ciel, c'est trop dangereux. Je vais donc créer ce que j'appelle, moi, l'intelligence artificielle. Je l'appelle comme ça, mais je pense que tout le monde va être d'accord avec moi que c'est quelque chose de plus en plus proéminent actuellement sur la planète. Et l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? C'est l'être humain qui se dit, ben voilà, j'ai créé une intelligence à mon image. C'est un peu comme le bon Dieu, c'est comme le concept de dire, ben, je suis en train de créer, je suis un peu devenu le bon Dieu. Encore une fois, je ne me mets pas dans une position où je reconnais qu'il y a un bon Dieu. Je reconnais que je suis le bon Dieu et je crée une intelligence artificielle. Alors, vous voyez, c'est de nouveau une sorte c'est comme si on scellait à quelque part de nouveau notre conscience pour nous empêcher de nous reconnaître en relation avec l'énergie du ciel. Et je pense que c'est important de bien comprendre que chacun d'entre nous, on a un rôle à jouer là-dedans pour pas justement se laisser, comment dire, embourber dans quelque part dans ce que j'appelle cette espèce de délire humain, que je vais l'appeler comme ça, dans lequel l'être humain continue et perpétue effectivement constamment cette idée de dominer le monde, comme s'il lui ne voulait pas, quelque part, accepter quelque chose de plus grand que soi. Ce plus grand que soi mais faisait que l'être humain était finalement un enfant et que l'enfant devait apprendre à maturer en acceptant cette énergie plus grande que lui. Et je pense que c'est ça, quelque part, un des pièges et un des problèmes qu'on rencontre actuellement avec toute la nouvelle technologie qui commence à prendre forme, c'est cette capacité que l'être humain a de récupérer encore ces nouvelles technologies-là en se disant, ben, on est toujours en train de se mettre en avant. L'être humain se dit, regardez comme je suis intelligent, regardez comme on est bon, on a développé l'intelligence artificielle, et l'être humain se laisse finalement endormir en quelque part dans sa conscience lumineuse. Parce qu'il n'y a pas de place. Hein. Quand on parle de cette intelligence artificielle, on n'est pas en train de dire justement qu'on est des êtres de sagesse intelligente. On est simplement en train de dire qu'on est de la mémoire. Parce que l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle reflète? C'est simplement un jeu de la mémoire. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, c'est une capacité d'analyser l'ensemble d'informations qui a existé et d'arriver à en faire quelque chose, de remodeler cette information-là d'une façon différente pour être capable de dire, ah mon Dieu, l'intelligence artificielle est capable de faire des articles sur tel domaine, tel domaine, tel domaine. Oui, c'est sympathique, mais en même temps, on joue dans la mémoire. On n'est pas en train de reconnaître notre dimension sacrée. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important de bien comprendre ça. Il y a le philosophe également, qui est notre sixième famille d'âme, qui existe aussi. Et cette sixième famille d'âme-là, qui est donc reliée au philosophe. Et le philosophe, c'est l'individu qui est relié au chakra frontal et c'est l'individu, effectivement, qui reconnaît quelque part ce qu'on appelle le troisième œil, hein, c'est-à-dire cette capacité que j'ai d'intégrer mon hémisphère droit et mon hémisphère gauche. Donc, l'intuition et le rationnel qui apprennent à communiquer l'un avec l'autre. Et ça veut dire qu'on n'est pas simplement un intuitif, on est un intuitif rationnel, on va l'appeler comme ça, pour bien défaire certains mythes. Hein. C'est-à-dire que quelquefois, on dit « Ah, il faut être intuitif ». Ah, mais si tu es intuitif, ça veut donc dire qu'il ne faut pas que tu sois rationnel. Alors, c'est complètement faux. Il faut trouver un équilibre entre les deux, c'est-à-dire que l'intuition va se manifester à moi et mon rationnel va prendre l'intuition puis elle va être capable de l'articuler dans une pensée qui va être capable d'être entendue par d'autres êtres humains. Alors, si je ne suis simplement qu'intuitif,
ben, je peux être irrationnel, c'est-à-dire je ne suis pas en mesure de prendre cette intuition-là et de l'articuler autour de la pensée raisonnée. Et je pense que c'est important de bien comprendre que l'intuition doit se faire dans ces deux modes de fonctionnement-là, c'est-à-dire l'intuition et le rationnel qui vont faire qu'on va avoir un langage riche et qui vont nous permettre justement de comprendre la vie en reconnaissant justement cette sagesse intelligente-là, tout en reconnaissant l'importance de notre raison qui va nous permettre donc d'articuler la pensée pour pouvoir communiquer avec notre entourage de cette façon-là. Puis évidemment, tout ça, c'est l'essence originelle du philosophe. Puis c'est sûr que si je ne suis pas capable de faire ça, ben, il y a une blessure émotionnelle qui s'appelle l'injustice sociale, c'est-à-dire que je ne suis pas en mesure d'être reconnu en tant qu'individu ayant cette sagesse intuitive-là, parce que la société ne va pas me donner l'opportunité de pouvoir exprimer quelque part toute la philosophie, toute l'intelligence que je vais transmettre, et ça va me mettre dans une position justement où j'aurai le sentiment de ne pas pouvoir faire valoir que ce principe intelligent-là existe, puis que j'ai envie effectivement qu'il puisse prendre tout son essor. Alors, qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là souvent? C'est ce qu'on appelle l'eugénisme. L'eugénisme, c'est quoi? C'est ce sentiment que des gens qui sont plus intelligents que d'autres. C'est qui ces gens-là qui sont plus intelligents que les autres? Mais c'est les gens, quelque part, qui se disent effectivement ayant un quotient intellectuel plus élevé, qui sont des gens, quelque part, qui sont reconnus socialement par d'autres gens qui disent « Ah, cette personne est intelligente. » Mais pourquoi elle est intelligente? Mais parce que, quelque part, elle pense comme moi. Et cette pensée-là, finalement, eugénisme, c'est la pensée, effectivement, d'être supérieur. Et les êtres supérieurs, ben, quelque part, ne sont pas nécessairement directement reliés à cette idée qu'il y a quelque chose de plus grand que soi. Ce sont des gens, effectivement, qui ont des gros égos, qui vont simplement se cantonner à se renfermer dans leur identité égoïque en se disant, regardez comme je suis intelligent. Et de cette façon-là, quelque part, ben, on s'éloigne encore une fois de cette dimension plus du philosophe, hein, c'est-à-dire cette conscience spirituelle ou intuitive qui fait quelque part qu'on est enrichi par cette inspiration intuitive-là dans la vie. On n'est pas appauvri par simplement la côté raisonné, quelque part, qui peut exister. Donc, c'est certain que dans le processus intuitif que le philosophe peut apporter, ben c'est certain que c'est porteur d'un autre regard de l'humanité, encore une fois, où on développe des super-pouvoirs que j'appellerais. Les super-pouvoirs, comment on va les développer? Mais on va l'aborder dans la troisième partie de la conférence, mais on comprend évidemment qu'en tant qu'être humain, on a individuellement et collectivement, on a un épuisement de l'histoire. Pour moi, ça veut dire qu'on a répété l'histoire. Et là, on est sans doute prêt, en tant qu'individu et en tant que collectivité, à assumer cette ouverture vers l'intuition qui se manifesterait donc dans la nature du philosophe, par exemple. Et ensuite, la septième famille d'âme, c'est le spirituel, qui, lui, finalement, c'est notre capacité, c'est sommet de la tête, c'est notre capacité à nous relier donc à la lumière. Et cette capacité de nous relier à la lumière, bien, effectivement, nous met en contact avec une forme de, tu sais, quand on dit un être réalisé, c'est un être finalement qui n'a plus besoin de penser, qui n'a plus besoin de parler, il est simplement dans la lumière, il est simplement intégré dans la lumière. Et cet être-là, justement, ben, c'est l'accomplissement de tout être humain, pourrait-on dire, on s'est libéré de la mémoire, finalement. On s'est libéré de la mémoire, pourquoi? Parce qu'on est devenu un être de lumière qui n'est pas appauvri par la mémoire. Appauvri par la mémoire, ça veut dire quoi? Appauvri par toutes les souffrances individuelles, familiales ou collectives qui ont pu exister dans le passé. On est à le présent et on se fond dans la lumière. Et c'est là, quelque part, que ça devient encore intéressant de comprendre comment la mémoire, effectivement, quand on se relie à elle, elle nous appauvrit parce qu'elle nous ravive des blessures de notre passé, elle nous ramène constamment dans ce passé-là, elle nous éloigne justement de cette capacité que l'on a de réalisation que nous sommes. Et le spirituel, bien évidemment, lui, ça va être beaucoup, la grande blessure du spirituel, c'est l'injustice spirituelle. Pourquoi? Ben parce que justement, lorsque je suis un être spirituel et que je me rends compte à quelque part que je ne suis pas reconnu par Dieu, par exemple, ben je vais me sentir finalement abandonné par lui en me disant, mais je ne comprends pas, je suis un être qui a fait une grande démarche spirituelle et je ne me sens pas habité par Dieu. Je sens que la lumière, quelque part, ne m'a pas choisi. Et quand on arrive à cette réflexion-là, c'est qu'on comprend évidemment que l'être humain n'a pas intégré sa spiritualité en profondeur, puis a l'impression que parce qu'il fait un certain cheminement spirituel, il devrait être valorisé, il devrait être applaudi, il devrait être reconnu par un Dieu quelconque, par exemple. Et quand on n'a pas vécu ça, bien, effectivement, ça peut nous amener à une forme d'un sentiment d'injustice et de blessure profonde qui peut nous amener à ce moment-là à se révolter contre Dieu. Et c'est là qu'on va citer souvent aux sectes, par exemple, ou des mouvements spirituels qui ne sont pas connectés avec une spiritualité, mais sont plus connectés avec un ego qui veut, à quelque part, démontrer finalement qu'il est important puis que tous les gens qui suivent ce mouvement-là sont importants. Une des plus belles exemples de ce genre de secte-là,
je vais peut-être déplaire des gens, mais c'est le catholicisme. On reconnaît que dans le mouvement catholicisme, quelque part, ben, ces critères-là sont là quand même, il faut bien le reconnaître. C'est-à-dire que ce sont des gens, effectivement, qui ont développé une spiritualité, mais une spiritualité dans laquelle il y a une espèce de contrôle un peu de la population, de la communauté qui s'est fait à travers l'histoire et qui a finalement fait qu'on ne s'est pas retrouvé dans une position plus spirituelle à travers ce mouvement-là, mais au contraire, on s'est retrouvé dans un mode où la religion était là pour contrôler d'une certaine façon la collectivité. Et je pense que c'est ça, quelque part, qui est l'élan actuel de l'humanité, c'est de se dire, bon, ben, j'ai plus envie, moi, de me faire embarquer dans des structures, dans des organisations qui m'éloignent finalement de la vérité. Moi, j'ai envie de te reconnaître la vérité et cette vérité-là, j'ai envie quelque part d'émettre finalement cette vérité-là. Et cette vérité n'est plus associée à des dogmes, mais plus associés à quelque part à des vérités intérieures que chacun de nous pouvons développer à travers justement cette expérience de la lumière. Puis un des pièges, évidemment, de ce qu'on retrouve avec le spirituel, c'est évidemment les sectes, mais c'est aussi la gouvernance mondiale. C'est cette idée d'un gouvernement mondial qui aurait le pouvoir sur toute la collectivité humaine et qui aurait la mesure de prendre des décisions pour cette collectivité humaine. Alors, évidemment, une gouvernance mondiale, elle se fait à travers une certaine forme de vision très démocratique. Normalement, ça serait l'idéal, à quelque part. Puis peut-être qu'un jour, une gouvernance mondiale sera utile si elle se fait dans un contexte où elle a une forme de justesse, une forme de maturité qui est associée à ça. Mais évidemment, on sait que l'être humain a tendance des fois à vouloir dominer l'autre être humain. C'est là un peu le danger qu'on retrouve également actuellement dans le monde. Donc, c'est ça un peu que j'avais envie de vous faire prendre conscience aujourd'hui, c'est que chacun d'entre nous, individuellement, nous avons les moyens, quelque part, de devenir conscients que la mémoire, quelque part, peut nous polluer. Puis de quelle façon elle nous pollue aujourd'hui? Elle nous pollue d'une façon extraordinairement riche. Hein? Il y a les médias, la télévision, les journaux, etc. Mais également l'Internet. L'Internet est devenu les téléphones cellulaires qui sont omniprésents de notre univers maintenant. Ces univers-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont intrusifs, ils rentrent dans notre espace intérieur, puis ils viennent à quelque part polluer notre être par des images qui ont l'air anodines, mais ces images anodines qui deviennent de plus en plus omniprésentes tout le temps, elles nous gardent dans une relation mémorielle avec le passé, avec un tas de choses qui ça vient tout le temps nous ranimer finalement la flamme de la mémoire, pourrait-on dire, et ça nous garde dans une relation où on est plus connecté justement avec le présent, avec cette vision plus sage d'être connecté avec une intelligence plus vaste, parce qu'on est tout le temps en train de se ramener effectivement vers des pulsions émotionnelles de tout ordre qu'on va retrouver dans les réseaux sociaux, entre autres. Donc, progressivement, ça nous amène doucement à se perdre, je dirais, dans un miasme de pollution, pourrait-on dire. C'est-à-dire qu'on est constamment, nous avec nous-mêmes, on a un certain nombre de pollutions qui sont associées à notre passé, à des mémoires familiales, mémoires d'autres vies, à quelque part. Puis en plus de ça, on a maintenant en plus les réseaux sociaux qui nous polluent à quelque part par plein d'informations qui sont bien souvent inutiles, mais qui viennent simplement réanimer, encore une fois, tout cet élément émotionnel-là. Ce qui fait qu'on n'a plus d'espace tranquille à l'intérieur de soi parce qu'on n'a pas été on ne donne pas de conditions pour pouvoir le faire. Donc, c'est à nous maintenant de se dire, hey, mais qu'est-ce que moi j'ai envie de faire rentrer dans mon être? Hein? C'est quoi l'espace sacré que j'ai en moi, que j'ai envie de protéger? Et ça, je pense que c'est intéressant de comprendre vraiment qu'on a tous une responsabilité par rapport à cette idée qu'on n'est pas obligé de tout faire rentrer à l'intérieur de soi. Actuellement, il y a énormément d'informations qui nous polluent l'être et qu'on peut se sentir vraiment facilement imprégné de toutes les façons, de toutes les manières, par tous les médias, les télévisions, les journaux, etc. Il y a énormément de façons d'être influencé par l'extérieur, puis à quelque part, on n'arrive plus à retrouver cette essence fondamentale de l'être que nous sommes. Donc, si vous voulez bien, on va regarder maintenant comment on peut se libérer de la mémoire maintenant. Et évidemment, peut-être que je vais demander aux gens s'il y a des questions que vous avez, de me le faire savoir dans le chat ou en tous les cas me signifie que vous voulez me poser des questions par voie du micro également. C'est à vous de me dire. Puis moi, je vais tout doucement continuer donc mon entretien avec vous. Alors, comment se libérer de la mémoire? Il y a des choses qui sont quand même intéressantes à dire. La première, évidemment, que j'aimerais dire qui est accessible à tous et qui est assez facile, c'est de comprendre justement la cohérence cardiaque, que vous connaissez sans doute. Il y a des recherches qui mettent en évidence que d'une façon très simple, la cohérence cardiaque, elle permet justement de développer cette position du présent. Première chose. Donc, une façon simple de faire, c'est de mettre nos mains sur le cœur, inspirer 5 secondes, expirer 5 secondes et développer une forme de compassion, tout simplement,
dans notre cœur. Alors ça peut être quelque chose qui peut être très simple, mais ce qui s'est été observé dans la cohérence cardiaque, c'est qu'on a constaté que le cœur et le cerveau, lorsqu'on respire 5 secondes, inspire, expire 5 secondes, et qu'on est dans un état de compassion, de gratitude, on va développer justement une harmonisation entre le cœur et le cerveau qui va faire que notre cœur va être plus flexible. Flexible, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je suis dans une position où je peux simplement être dans mon présent parce que je ne suis pas pollué par mon passé. Je ne suis pas pollué par ce que je peux traîner avec moi comme matière ou comme organisation mémorielle et je ne suis pas pollué par tous les médias, tous les réseaux sociaux qui peuvent m'empêcher à quelque part d'être dans mon présent. Je peux simplement être dans une position où je renoue contact avec l'adaptabilité. Mon cœur devient plus flexible et comme il est plus flexible, il regarde la vie avec une certaine forme de sécurité. Et cette sécurité, elle nous permet justement de, déjà, quelque part, reconnaître effectivement qu'on a un pouvoir sur notre présent et que ce présent-là fait qu'on n'a plus cette espèce d'impression de toujours voir la réalité avec les yeux de notre passé ou les yeux de mémoire familiale, des mémoires d'autres vies, je ne sais quoi, cette espèce de magma d'information qui est tout le temps dans nous et qu'on n'est pas en mesure justement de se dégager, de se libérer. Donc, la cohérence cardiaque, ça peut être une façon déjà de pouvoir travailler dans cette idée d'être dans le moment présent et donc de travailler sur ce cœur, d'être plus flexible, plus adaptable, plus capable justement de faire face aux situations de la vie, non pas avec la tension émotionnelle qui est reliée à des blessures qu'on a déjà pu vivre dans le passé, mais plutôt dans un état de détente et de gratitude justement et d'ouverture envers la société, envers les situations qui se passent dans notre vie. Et c'est quelque chose qui peut être vraiment très intéressant. Et évidemment, la cohérence cardiaque, là, pour objectif aussi de favoriser la créativité, le développement intuitif, l'intelligence émotionnelle, on devient plus collaborateur, plus en mesure de pouvoir reconnaître les relations qu'on a avec les gens, d'avoir des bonnes relations, d'être plus heureux, plus joyeux. Il y a plein d'éléments comme ça qui sont associés donc à la pratique de la cohérence cardiaque. Donc, c'est quelque chose d'accessible à chacun d'entre nous. Et ce que je viens de vous proposer, vous pourriez le faire et l'expérimenter puis voir ce que ça peut vous apporter. Une autre chose qui est intéressante avec la cohérence cardiaque, c'est qu'il y a des recherches actuellement qui démontrent que lorsque les êtres humains sont en état de cohérence cardiaque, ils influencent le champ électromagnétique de la Terre. C'est-à-dire que plus il y a des gens qui sont en état de cohérence cardiaque, plus ils constatent que l'état de cohérence cardiaque d'un individu va, semble-t-il, avoir une interaction comme si mon corps avait une communication avec la planète Terre et que la planète Terre devenait plus conductrice dans ces conditions-là. Alors, ça amène évidemment une réflexion à se dire, mais si tout le monde était en état de cohérence cardiaque, on aurait peut-être effectivement une impression quelque part que l'humanité, on reconnaîtrait la planète Terre dans son organisation vivante, on reconnaît peut-être que chacun de nous, nous sommes des êtres vivants et on serait peut-être moins dans cette espèce de pollution, je dirais, qui nous éloigne de notre lumière, qui nous éloigne de notre grandeur également. Donc, c'est une réflexion qui peut être intéressante à se poser comme question, puis à réfléchir tous ensemble. Si on se mettait à pratiquer tout ça, mais est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité justement d'amener un changement dans la conscience humaine? Et dans ce sens-là, chacun d'entre nous, nous avons un rôle à jouer à ce niveau-là. Et ça peut être intéressant, donc, on se sent moins puissant dans des conditions comme celle-là, puisqu'on a l'impression qu'on contribue à quelque chose de cette façon-là. C'est la cohérence cardiaque. Alors, la fréquence cardiaque, c'est la fréquence, c'est un rythme. La cohérence cardiaque, c'est qu'on a observé que lorsqu'on respire un certain rythme, on va constater justement que le cœur, en fin de compte, on a découvert que le cœur et le cerveau ont des connexions nerveuses et que quand on respire un certain rythme, 5 secondes, inspire, expire, évidemment, on va arriver à constater que le cœur va avoir une meilleure ondulation au niveau de sa fréquence cardiaque et que cette fréquence cardiaque-là, lorsqu'elle est plus souple, fait qu'on est plus calme, plus détendu, plus témoin, plus dans une position de bienveillance, de bonheur, de joie de vivre, etc. Et c'est ça qui va contribuer justement à amener un être humain plus en état de paix et d'harmonie avec lui-même. Et on peut le faire assis, on peut le faire debout, on peut le faire dans n'importe quelle condition, parce que finalement, la cohérence cardiaque, vous avez compris, si je mets ma main ici, je peux le faire assez subtilement, puis je peux inspirer, expirer 5 secondes, tout simplement, puis avoir un sentiment de gratitude. Je peux le faire pendant 5 minutes régulièrement dans une journée et je peux observer qu'est-ce que ça génère en moi. Ça peut être une façon intéressante, donc, de mettre en application quelque chose qui nous amène donc à nous détacher
de tout le stress mémoriel qui habite l'être que nous sommes. Parce que, comme j'ai dit, ce stress-là, quelque part, lui, nous fige, notre cœur devient figé. Et pourquoi il vient figé? Parce que notre cerveau, lui, est bloqué. Il est bloqué par des programmations qu'il s'est construites associées à son passé, qui a compris des choses et qui fait qu'on n'est pas capable de se libérer de ça. Donc, on n'est pas dans notre présent. On est tout le temps pollué par des choses du passé qui nous ramènent à un sentiment d'échec, je ne sais quoi. Donc, la cohérence cardiaque peut contribuer à faire un genre de décompression à ce niveau-là qui peut nous permettre donc d'être plus détachés. Donc, c'est quelque chose que je crois qui est intéressant de pouvoir vous le partager, puis que vous puissiez donc évidemment mettre en application dès maintenant. Vous pouvez voir si ça vous apporte quelque chose. Pour ceux qui n'ont jamais expérimenté la cohérence cardiaque, ça peut être intéressant. L'autre élément, bien évidemment, que j'avais envie de vous partager, c'est la pleine conscience intuitive, qui, elle, évidemment, la cohérence cardiaque, elle nous permet donc de favoriser donc cette position de témoin, je dirais. Et dans la pleine conscience intuitive, cette position de témoin, bien, elle va nous permettre justement de se rendre compte qu'on est comme une antenne, nous, en tant qu'être humain. C'est-à-dire que moi, j'ai des pieds qui touchent le sol. La planète Terre, elle est un organisme vivant qui produit un champ électromagnétique. Alors, mon corps, moi, je peux accueillir cette énergie électromagnétique de la Terre dans mon propre corps. Et si je fais ça, mais je peux aussi me relier à l'énergie du ciel. Je vous ai dit que le soleil émettait donc de la lumière et que les cellules de mon corps absorbaient et réémettaient cette lumière-là. On pourrait certainement dire que les planètes et les étoiles produisent un champ électromagnétique aussi. Donc, ma capacité à moi de me relier à l'énergie de la Terre et à celle du ciel fait que mon corps devient plus vibrant. C'est comme une antenne qui devient de plus en plus capable de se syntoniser à ces énergies-là. Et quand je deviens plus connecté avec cette vie qui est en moi, ben c'est là que je peux commencer à voyager en moi ou voyager vers un partenaire. C'est là que la pleine conscience intuitive s'applique parce qu'on comprend évidemment que plus je fais ces voyages-là avec mon imaginaire, ben plus je peux commencer à prendre conscience que mon cerveau, ben, je peux déplacer ma conscience de mon cerveau vers mon genou. Et en faisant ça, ben, je vais constater que quand j'ai ma conscience de mon genou, il y a des images, des sensations et des mots qui peuvent se produire. Donc, je vais voir des questions que je vois que vous avez peut-être posées. Pratiquer la cohérence cardiaque assis, debout ou couché, je pense que ça peut être dans les trois cas quelque chose d'intéressant à faire. Mais comme j'ai dit tantôt, la cohérence cardiaque, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer vraiment régulièrement dans une journée. Alors, dès qu'on en sent le besoin, on pourrait pratiquer la cohérence cardiaque sans aucun problème. Alors, pour revenir sur la pleine conscience intuitive, évidemment, quand je déplace ma conscience pour me mettre en relation avec le genou, par exemple, ben, ça veut dire que quand je mets ma conscience dans mon genou, si je suis attentif, je vais prendre conscience que mon genou peut avoir des images, des sensations et des mots qui vont se manifester à moi. Et quand ces manifestations se manifestent, ben, je peux échanger avec mon genou puis constater que mon genou me parle. Et tout ça, finalement, va être relié à quoi? C'est-à-dire que si mon genou me parle, c'est parce qu'il y a quelque chose à me dire. Et pourquoi il y a quelque chose à me dire? C'est parce qu'il ne se sent pas en accord avec moi. Et ça, c'est intéressant à comprendre. Ça veut dire que moi, en tant qu'être humain, quand je ne suis pas en accord avec moi, mon corps veut me parler. Alors, si je suis justement uniquement dans ma tête, je ne suis jamais capable d'écouter mon corps. Donc, la cohérence cardiaque va m'aider à me mettre en relation davantage avec ce qui se passe en moi. Et si j'utilise la pleine conscience intuitive, mais là, je vais apprendre à voyager dans mon corps pour être capable de capter les informations électromagnétiques qui proviennent des cellules. Et c'est là qu'il y a un échange, une information qui va circuler en moi et qui va me permettre donc de comprendre justement qu'est-ce qui anime les cellules qui sont en moi. Et c'est là évidemment que je vais comprendre qu'il y a de la mémoire qui est en moi. Cette mémoire-là, comme je disais tantôt, elle peut être dans mon histoire personnelle, elle peut être associée à des mémoires familiales, des mémoires d'autres vies, mais que quand je commence à comprendre que je suis animé par de la conscience mémorielle qui m'empêche d'être en harmonie avec moi, bien, je peux commencer à devenir conscient des messages qui sont là, qui peuvent m'aider à comprendre pourquoi ils sont là, et ensuite à déprogrammer. Déprogrammer, c'est quoi? C'est être capable, par le pouvoir d'intention, de créer une certaine énergie avec une certaine fréquence élevée pour être capable de donner au corps ce dont il a besoin. Par exemple, si mon genou a besoin de paix, ben, si je suis avec mon pouvoir d'intention, je peux créer un sentiment de paix, donc une certaine énergie, une certaine fréquence élevée, et je peux ensuite la réémettre dans mon genou et de constater qu'en faisant ça, il va y avoir une transformation qui va s'effectuer dans mon genou. Donc, je suis en quelque sorte en train de déprogrammer, de libérer les limitations mémorielles qui peuvent être présentes en moi. Est-ce possible de se libérer de toutes nos blessures intérieures dans notre corps? Ben, c'est un peu, on pourrait dire ça comme ceci. L'idée, c'est peut-être pas de se libérer de tout, c'est de comprendre à quelque part que quand on dit se libérer de tout,
c'est finalement de ne plus être sensible à quelque chose. Quand on n'est plus sensible à quelque chose, ben, quelque part, on n'est plus en résonance à quelque chose. Parce que c'est un peu le cycle de la vie. C'est-à-dire que moi, je peux être, par exemple, avec une blessure, je peux travailler sur ma blessure, puis une autre blessure va arriver, une autre blessure va arriver, une autre blessure va arriver, ben, je me rends compte, hey, je suis toujours en train de raisonner avec quelque chose qui est une blessure. Pourquoi? Mais parce qu'en moi, je porte quelque chose qui me fait résonner ça. Donc, vous voyez, c'est là que ça devient très subtil. C'est d'apprendre justement par la compréhension des messages de mon corps, par la déprogrammation, par des soins énergétiques que je peux me faire sur moi-même, que je vais apprendre justement à favoriser une harmonie. Et cette harmonie va m'aider justement à être dans une position où je vais être de plus en plus dégagé, détaché de ce qui peut être présent en moi et qui m'empêche d'évoluer, de progresser, de cheminer. Et c'est de cette façon-là que je vais devenir de plus en plus vertical, hein, c'est-à-dire que je vais être de moins en moins en interrelation avec le monde mémoriel. Parce que le monde mémoriel, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme un... Moi, je suis physiquement ici avec vous, mais dans le subtil, je suis en interrelation avec l'ensemble de la mémoire collective, familiale et ma mémoire personnelle. Donc, moi, quelque part, je ne suis pas conscient de tout ça, mais je suis dans une autoroute, et l'autoroute, je n'en suis pas conscient, donc je suis complètement influencé par tout ça. Et quand on commence à devenir conscient qu'il y a toutes ces informations qui sont en moi, que je peux prendre le temps de les écouter, que je peux prendre le temps de me déprogrammer, de me soigner pour me retrouver dans une position où je deviens plus un espace libéré. Un espace libéré, c'est plus un espace où l'autoroute est tout le temps présente, où je suis toujours envahi par de l'information, mais je commence à me libérer. Et cette libération, elle passe par quoi? Bien, elle passe finalement avec les médias sociaux, par exemple. Hein, quand je commence à me libérer un peu des médias sociaux, par exemple, que je me libère de tout ce qui vient à polluer mon être, okay, dans mon extérieur. C'est déjà une forme de libération de la mémoire. Maintenant, si je commence à prendre conscience que quand je ne suis plus en interrelation avec ces médias sociaux-là, je ferme les yeux puis je me rends compte effectivement qu'en dedans de moi, je suis porteur de certaines informations qui sont encore présentes en moi. Bien, c'est là que je commence à devenir conscient que ces mémoires-là sont peut-être des messagers, ils ont peut-être des choses à me dire et que quand je prends le temps de déprogrammer, de libérer, bien, ça va permettre de retrouver une certaine position d'alignement avec l'être que je suis. Et c'est comme ça qu'on va arriver donc tout doucement à trouver cette position de verticalité où je vais prendre conscience que ce qu'on appelle l'épigénétique, par exemple. Hein, l'épigénétique, c'est que mes gènes, on commence à reconnaître que les gènes peuvent être modifiés. Ils peuvent être modifiés de quelle façon? En reconnaissant qu'il y a un environnement qui peut nous empêcher, à quelque part, d'accéder à une réorganisation de nos gènes. Et cette réorganisation, c'est que moi, si je suis convaincu à quelque part de quelque chose, ben, si je suis convaincu, ben, je vais le vivre. Alors, quand on commence à reconnaître effectivement que notre environnement intérieur, mémoriel, peut nous amener à programmer certains comportements qui sont en nous, qui ne sont pas en harmonie avec ce qu'on voudrait être, mais on est finalement identifié à un point tel qu'on ne peut pas envisager autre chose. C'est là qu'on commence à comprendre qu'on crée notre propre réalité et que le fait de pouvoir justement interagir avec ce qui se passe en dedans de moi par la pleine conscience intuitive, de comprendre que mon corps a des choses à me dire, que j'apprends à déprogrammer et à soigner, ben, j'apprends tout doucement à me libérer. Puis dans cette libération, qu'est-ce qui va en résulter? Ben, il va résulter la lumière. La lumière va devenir de plus en plus présente en moi. Cette lumière-là va me donner quoi comme information? Elle va me mettre en relation avec mon potentiel réel, qui je suis vraiment. On revient aux 7 familles d'âmes, c'est-à-dire que je reprends contact avec qui je suis dans ma lumière. Et cette lumière-là me donne l'accès à des changements neuronaux au niveau de mon cerveau. Mon cerveau prend conscience que je ne suis pas ce que je crois être, mais que je suis un être, finalement, qui est en harmonie avec lui-même. Quand je suis en harmonie avec moi, ben, je prends une autre direction, un autre chemin, une autre voie. Donc, je suis de plus en plus en pleine possession de l'être que je suis. Je suis moins aveuglé par l'ensemble des informations qui peuvent venir me polluer, finalement, tant dans mon monde psychique, hein, dans le vu, puisqu'on l'a vu que dans mon champ biolumineux, je peux être pollué par les mémoires personnelles, mémoires familiales, mémoires d'autres vies. Puis on comprend évidemment que dans la société telle qu'on la vit, on est pollué par un ensemble d'informations qui nous gardent agités, qui nous gardent finalement dans un espace où on n'est pas dans un état de vide d'intérieur. On est dans un état où on est constamment stimulé par l'ensemble de ces informations-là. Et sans s'en rendre compte, tout ça, c'est pas fait pour rien. C'est fait pour nous garder dans cette agitation-là. Donc, quand on pense comprendre la crise actuelle de l'humanité, c'est comprendre quelque part qu'on est pollué de plus en plus actuellement. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde actuellement, c'est ça qui se passe. Tout est source de pollution. Et cette source de pollution, qu'est-ce qu'elle nous crée en nous? Bien, elle crée quelque part un stress.
Et ce stress-là fait quoi? Mais il nous empêche d'être dans le silence intérieur, il nous empêche de nous connecter avec la lumière profonde qui est en nous et de nous donner accès justement à la véritable essence fondamentale de qui on est, parce qu'on n'a pas accès à cette essence fondamentale-là, puisqu'on est constamment omnibulé par de l'information qui vient tout le temps nous se bombarder et nous garder dans une forme d'activité et d'agitation. Donc, je ne sais pas si vous me suivez bien par rapport à ça et comment vous voyez ça, vous, ce que je viens de vous dire. Si vous voulez me faire part de ça, il n'y a pas de problème. Ça va me faire plaisir d'interagir un petit peu avec vous concernant l'ensemble de ce que j'avais à vous dire. Puis c'est un petit peu ça qui était l'ensemble de l'entretien que j'avais envie de partager avec vous à ce sujet-là. Donc, si vous avez des questions d'interrogation, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir. Puis, j'avais ensuite envie de vous faire une petite démonstration de la pleine conscience intuitive avec une personne de la salle pour vous montrer un petit peu comment ça se passe plus concrètement et peut-être mieux comprendre justement l'interaction entre l'individu que je suis et cette interaction avec le collectif aussi, là, qui nous concerne tous dans cette situation actuelle que l'on vit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie que je fasse une démonstration avec la personne en question? C'est la première qui va apparaître. C'est Sophie qui se présente. Donc, Sophie, je vais me mettre en relation avec toi. Si tu as un thème particulier, sinon je me laisse guider simplement qu'est-ce qui va apparaître pour toi. Toi, Sophie, moi, ce que je te dirais en un premier temps, c'est au niveau de la jonction du cœur que je perçois la chose. Donc, le cœur, c'est beaucoup la famille d'âme, des serviteurs dont je parlais tantôt. Hein. Puis, ce que je perçois dans le cœur, c'est comme si le mouvement monte beaucoup vers la région de la tête, là, comme si le cœur avait peu de mouvement descendant, mais un mouvement qui allait vers le haut. Et ce mouvement qui allait vers le haut, ça fait de toi quelque part quelqu'un qui... tu sais, c'est un peu comme quelqu'un qui pourrait me dire ça comme ceci. J'ai envie de faire plein de choses, moi, mais je n'arrive pas à le faire. Vous voyez, comme si on est aveuglé par plein de possibilités. Il y a plein de choses qu'on a envie de faire, plein de choses qui nous stimulent, plein de choses qui nous stimulent, mais en même temps, on n'a pas d'emprise sur le sol. Et ça fait de nous, finalement, quelqu'un qui devient, finalement, avec plein d'activités, de projets, de créativité, je dirais même dans sa tête, mais qui n'arrive pas à le mettre en place dans la matière. Et évidemment, c'est quelque chose d'intéressant parce que quand on regarde au niveau de la pollution actuelle, dont je viens de parler aujourd'hui, on a parlé des médias sociaux, etc., par exemple, pour vous donner des exemples, bien, c'est certain que tout ça nous garde dans une position, justement, où on n'est pas capable, donc, de faire table rase de ça, puis dire, j'ai besoin d'un calme, d'une tranquillité pour renouer contact avec mes envies et de les faire descendre dans mes jambes. Toi, Sophie dit, c'est tout à fait ça. Donc là, ce qu'on va faire comme action pour un petit peu progresser, on va aborder la notion de déprogrammation dont je parlais tantôt, où je vais donner à Sophie ce que son corps me demande pour faire descendre l'énergie vers les pieds. Et on va voir qu'est-ce qui va en résulter. Ça, moi, ce que je sens de Sophie, ce qu'elle me dit, c'est l'autorité. Ce qu'elle me demande, c'est une forme d'autorité. Et qu'est-ce que ça veut dire l'autorité? C'est un peu comme quand on reconnaît qu'on est un enfant et que l'enfant, à quelque part, a des parents qui sont très encadrants. Alors, un parent qui est très encadrant fait que l'enfant, ben, il n'y a jamais d'autonomie véritable. Il a toujours l'impression que ses parents vont lui dire comment il doit faire les choses, comment ça doit s'exprimer, comment elle doit faire ceci, comment elle doit faire cela. Donc, l'enfant n'a pas d'autonomie. Il a toujours l'impression qu'il y a une espèce de regard qui est là, qui dit, tu dois faire ça comme ceci, tu dois faire ça comme cela, etc. Donc, on devient finalement programmé par le fait qu'autour de nous, il y a une forme d'autorité qui vient de l'extérieur, qui nous rappelle finalement qu'on doit faire un certain nombre de choses. Et que si nous, on se connecte avec notre propre autorité, bien, ça veut donc dire quelque part que c'est un peu comme une situation de crise que j'appellerais. Hein? C'est-à-dire que quand on reconnaît que cette énergie d'autorité, on en a besoin et que je la donne, c'est-à-dire que je la donne à Sophie, bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est un peu comme si je sentais qu'il y avait une petite fille à l'intérieur d'elle-même qui avait besoin de sortir de son champ énergétique. Comme si Sophie avait besoin de se libérer de certaines mémoires de son enfance qui était beaucoup en relation avec cet enfant-là, quelque part, qui n'a jamais appris à se mettre dans une position d'autonomie et d'adulte, et qui a toujours l'impression qu'elle devait finalement écouter ce que les autres voulaient d'elle, et elle s'est donc pas finalement donné la permission de s'épanouir comme elle le souhaiterait, comme elle le voudrait. Et j'ai l'impression justement qu'il y a donc un apprentissage pour Sophie à faire à ce sujet-là, de constater qu'à l'intérieur d'elle-même, il y a une démarche, je dirais ça comme ceci, de prise de confiance en elle-même. C'est-à-dire que quand on n'a pas appris à se développer une forme de confiance en soi-même, bon, on doit, dans un premier temps, reconnaître qu'on manque de confiance,
qu'on a tendance à écouter tout le monde, à écouter tout ce que les autres ont à nous dire, puis finalement, jamais se mettre dans l'action. Alors, l'action, évidemment, quand on manque de confiance, ben, ça commence par des petits pas. Les petits pas, évidemment, sont des petits pas qui font qu'on avance progressivement, qui font qu'on arrive à développer une confiance en nous parce que à chaque fois qu'on fait des petits pas, on peut constater que ça peut nous faire avancer et progresser et cheminer. On doit beaucoup s'encourager, beaucoup se valoriser, beaucoup à quelque part se donner la lumière, finalement, pour se rendre compte, effectivement, que cet apprentissage qu'on est en train de faire va nous amener à développer une confiance plus élevée et que dans ce processus-là de reconnaissance d'une maturité en tant que femme, hein, que l'on est, ben, ça nous amène à nous dire, ben voilà, je n'ai plus envie d'avoir de l'autorité autour de moi. J'ai plus envie que quelqu'un me dise comment je dois être, comment je dois faire les choses. J'ai envie de me libérer et de retrouver l'adulte qui est en moi, qui a envie d'exprimer qui elle est. Alors, vous voyez, ça, c'est pour moi beaucoup la relation avec le cœur dont je vous parlais tantôt. Hein, c'est-à-dire que quand on est un être qui atteint une certaine degré de maturité, on est capable de s'assumer dans qui nous sommes. Et je pense que Sophie, c'est ça un peu la démarche qu'elle cherche à faire dans un premier temps, de retrouver cette maturité de femme qui est reliée donc au pied jusqu'au cœur, c'est-à-dire de reconnaître qu'on a envie maintenant de se tenir debout et de ne plus être en train de revivre perpétuellement ce qu'on a vécu en tant qu'enfant et qui nous empêche finalement d'exprimer la maturité que l'on a atteint maintenant aujourd'hui. Je ne sais pas comment Sophie reçoit ce que je viens de lui dire maintenant. Elle avait dit que c'était tout à fait ça tout à l'heure, mais là, j'ai approfondi un petit peu, peut-être pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elle avait à me dire là-dessus. Je me cherche en ce moment. OK. Mais c'est ça. Je pense que quand on se cherche en ce moment, ben effectivement, c'est comme cet apprentissage, je disais tantôt, c'est d'oser à quelque part faire face à ce que moi j'appellerais, je dirais, l'échec, mais aussi, euh, je travaille beaucoup sur la confiance en soi, mais évidemment, je pense que travailler beaucoup sur la confiance en soi, c'est se mettre en action. Se mettre en action, c'est finalement ne pas être juste dans l'idée de je travaille sur la confiance, mais je fais des actions pour développer ma confiance. Parce que la prochaine chose que tu vas constater, c'est quand tu fais des actions, tu vas manquer de confiance. Mais en faisant des actions, tu vas arriver à développer une confiance. Et c'est un peu comme ça que je sens que tu vas arriver à quelque part à te sortir de cette position-là. Puis, l'autre chose qu'on pourrait dire, peut-être pour colorer la chose, c'est que quand on atteint cette confiance-là, c'est-à-dire que quand on sent que Sophie atteint la confiance, ben, à quelque part, il y a un sentiment que tous ces projets créatifs qu'on peut avoir, dont j'avais parlé au tout début, qu'elle avait dans sa tête, qu'elle n'avait pas fait descendre dans ses jambes, ben, j'ai l'impression que tous ces projets-là, d'une certaine façon, ils vont se sentir, c'est un peu comme si tu allais sentir quelque part que tous ces projets-là ne sont pas importants. C'est drôle à dire, hein? Ils ne sont pas importants. Pourquoi? Parce que tu vas te rendre compte finalement que le plus important, c'est ton bonheur, c'est ta joie de vivre. Tu n'as pas à changer le monde, tu n'as pas à te mettre dans une position où tu dois finalement être responsable du monde, de faire quelque chose qui va concerner le monde en tant que tel. Tu n'as pas à être importante en fin de compte, comme ça je pourrais le dire. Tu as simplement à être toi. Et être soi, mais c'est simplement apprendre à s'occuper de soi, à prendre soin de soi, à s'apprécier, à s'aimer, etc. Je sens qu'il y a quelque chose là-dedans qui est important, c'est s'approprier le droit de dire hey, papa, maman, j'ai envie d'être heureuse. Et j'ai pas envie, à quelque part, d'être spéciale, d'être merveilleuse, d'être extraordinaire. J'ai envie juste d'être heureuse. J'ai juste envie d'être bien avec moi. Et je pense que quand on apprend à être capable de se donner la permission d'oser retrouver notre individualité et l'adulte que nous sommes devenus et de se donner la permission de dire j'assume qui je suis, c'est là qu'on commence effectivement à se rendre compte qu'on n'est plus justement dans une société, on n'est plus finalement un être qui se fait contrôler, pourrait-on dire, par l'environnement extérieur. On commence à être assez fort et assez adulte pour s'assumer dans l'idée de se dire j'ai envie maintenant de me réaliser en tant qu'être humain et être en accord avec mes valeurs, mes idées et de ne pas être simplement constamment dans une pression qui me vient de l'extérieur en me rappelant quelque part que je devrais faire ceci ou cela pour donner un sens à ma vie. Et c'est là, effectivement, qu'on apprend, je pense, à se libérer, en fin de compte, de certaines mémoires d'autres vies qui peuvent être présentes. Parce que dans le cas de Sophie, moi, ce que je sens au niveau des mémoires d'autres vies qui peuvent être présentes chez elle, c'est cette espèce d'impression que la vie n'a pas de sens si on ne fait pas quelque chose d'extraordinaire, si on ne fait pas quelque chose, effectivement, de faramineux, hein, quelque chose qui a un impact social, un impact dans la collectivité, etc. Comme ça, on avait l'impression qu'il fallait toujours faire quelque chose de grandiose. Et je pense qu'en faisant ça, bien, on se prive finalement du bonheur. Parce que le bonheur n'est pas de faire quelque chose de grandiose. Le bonheur, c'est simplement d'être en accord avec soi. Et j'ai l'impression que pour Sophie, ce serait quelque chose d'intéressant à explorer.
Et qu'on comprend évidemment que quand on a ces impressions, ces informations-là qui sont en nous, on comprend évidemment que ça nous met dans une position où on ne peut pas être nous-mêmes, parce qu'on est tout le temps en train de se sentir appelé à faire des choses qui ne répondent pas à nos envies nécessairement personnelles, mais de répondre à des pulsions qui nous poussent à être finalement quelqu'un d'autre que ce qu'on a, ce que nous, on est véritablement. Et je pense que dans ce contexte-là, évidemment, ça peut être intéressant réapprendre à quelque part à s'accueillir et à se permettre simplement d'être heureux. Je pense que c'est la première étape qui est essentielle dans une démarche comme celle-là. Qu'est-ce que tu en penses, Sophie, de ça? Alors, c'est certain que dans la démarche que je vais laisser tout soin à Sophie de me répondre, mais ce que je dirais évidemment, c'est que quand on dit comment se libérer de la mémoire, hein? Alors, se libérer de la mémoire, bon, oui, j'ai souvent dit que ma vie ne servait à rien. Mais tu vois, moi, je pense qu'une bonne nouvelle qu'elle ne te serve à rien, dans le sens qu'elle te sert à être heureuse, ce serait vraiment une première étape. Que tu cherches simplement à être heureuse, à ne servir à rien. Dans le sens que tu apprennes à développer une certaine forme d'humilité qui va te ramener justement à ce que moi j'appellerais l'enfant qui veut se faire plaisir. Quand on a des parents qui nous encadrent beaucoup, on n'a pas appris à se faire plaisir. On n'a pas appris à être un enfant qui a envie de jouer, qui a envie de s'amuser. Et je pense que c'est une étape importante de renouer contact avec l'idée qu'on a envie d'être une femme adulte qui a envie maintenant de s'épanouir sans se mettre de la pression, sans s'obliger à être quelque chose de plus grand qu'elle ne l'est. Hein? C'est-à-dire, on apprend simplement à être heureuse. Toi, j'ai toujours vécu ma vie comme un robot. Toi, c'est pas un robot, c'est pas quelqu'un qui est joyeux, c'est quelqu'un qui se sent obligé de faire des choses parce qu'on lui a enseigné de les faire, mais il ne sait pas pourquoi il les fait. Donc, je pense que ce serait intéressant pour toi de renouer contact avec le bonheur et la joie de vivre, qui nous ramène justement à ces chakras inférieurs dont je parlais tantôt, le chakra racine, sacré, solaire, le cœur, qui nous ramène donc à l'idée qu'on peut maintenant davantage trouver un espace de justesse avec soi-même. Moi, c'est ça que je te proposerais, Sophie, à ce sujet-là. Et c'est certain que ce processus-là, finalement, qu'on a tous à développer, finalement, qu'on y pense, c'est de retrouver cette idée qu'on a envie d'être heureux et que dans ce bonheur-là, on a envie quelque part de se rendre compte justement que ce que la vie nous a enseigné jusqu'à maintenant, ben, quelque part, ça nous a beaucoup éloignés, je dirais, de qui nous sommes véritablement. Et que se retrouver dans qui nous sommes véritablement, ça passe par cette acceptation de nos besoins de sécurité, nos besoins émotionnels, nos besoins affectifs, notre désir de nous affirmer en tant qu'être humain, pas pour chercher à contrôler les autres, mais s'affirmer pour être heureux, pour se sentir qu'on s'aime et sentir qu'on a notre place dans la vie, qu'on a envie de s'épanouir en tant qu'être humain. Je pense que si tout être humain entreprend une démarche comme celle-là, ben, doucement, on va être de moins en moins, finalement, prisonnier de ce que j'appellerais cette fameuse prison sociale. La prison sociale, qu'est-ce que c'est? C'est les valeurs humaines qu'on a, qui sont le reflet du passé. Hein? C'est-à-dire qu'on vient d'une société où on vit un peu comme des robots. C'est-à-dire qu'on vit sur Terre en se demandant pas qui nous sommes, en se demandant simplement qu'est-ce qu'on doit faire pour être ce que la société accepte que nous soyons. Et c'est ça, quelque part, que je pense a contribué beaucoup à nous garder dans une position d'emprisonnement et qu'actuellement, avec tout ce qui bouge actuellement dans la société, j'ai l'impression qu'on commence à développer une certaine maturité en tant qu'être humain pour être capable de se dire, ben moi, j'ai plus envie de répondre à cette pression-là qui m'éloigne de ma nature profonde, qui m'éloigne de ma lumière, qui m'éloigne de ma mission de vie. Et je pense que c'est ça un peu qui est la responsabilité de chacun d'entre nous, hein, de retrouver cet espace qui est lumineux, qui est en soi, qui n'est pas pollué par toute cette espèce de fausses argumentation, je dirais, qui est associée au fait qu'on a été ceci, on a été cela, donc on doit faire ceci aujourd'hui. C'est plus vrai. Ce n'est pas parce qu'on a été ceci qu'on doit faire cela. On doit au contraire reconnaître que parce qu'on a fait ceci, on n'a pas à le refaire. On n'a plus à se sentir obligé à être dans une forme de chemin tout tracé qui nous éloigne finalement de notre lumière. C'est là quelque part que je sens que l'humanité est en train de cheminer à ce niveau-là pour trouver sa maturité à ce sujet-là. Et c'est ça un peu que j'avais envie donc de partager avec l'exemple que j'ai donné avec Sophie, qui j'espère vous a plu. Bon, il y a Sylvie qui nous dit bonne fin de journée à tout le monde. Merci beaucoup pour ta conférence. Je suis heureux de constater que je ne suis pas seul à penser comme le contenu de ta conférence. Mais je te remercie, Sylvie. Alors, bon, si chaque individu ne fait pas un travail sur lui-même, peut-on malgré tout espérer un changement de l'humanité? Théorie du centième siège. Oui. Ben,
c'est évident quelque part qu'on ne peut pas s'attendre que chaque individu va faire un travail sur lui-même. C'est clair. D'ailleurs, je pense que ce qui se passe actuellement dans le monde nous reflète très clairement cette situation-là. Tantôt, je vous ai dit qu'il y avait un champ de biolumineux qui respire, qui absorbe et qui remet de la lumière. Alors, ceux qui absorbent beaucoup la lumière, qu'est-ce qu'ils font? Ils développent une identité plus forte, un ego plus fort. Et ceux qui émettent, qui sont plus capables de remettre la lumière, vont diluer leur ego, ils vont expansionner, ils vont plus s'ouvrir à ce qu'on pourrait appeler l'espace quantique, c'est-à-dire qu'ils vont plus s'ouvrir à l'idée que la conscience peut évoluer, changer, etc. Donc, c'est évident que dans ce phénomène d'inspiration et d'expiration que nous tous avons, il y a des gens qui sont plus à l'aise à garder la lumière, puis il y en a d'autres qui sont à l'aise à pouvoir la laisser s'émettre. Donc, ça fait qu'il y a deux types de catégories d'individus, pourrait-on dire, dans l'humanité. Et c'est certain qu'actuellement, le processus dans lequel on se retrouve actuellement, c'est un processus dans lequel moi, je pense qu'il y a suffisamment de conscience humaine pour amener un changement. Il n'y a pas encore, on est dans c'est pas pour rien qu'actuellement, il se passe des choses qui peuvent des fois nous apparaître comme vraiment presque dramatiques, ça peut faire peur, hein, quelque part, quand on se rend compte qu'il y a plein d'événements qui créent de la tension. Hein. Il y a eu l'histoire du COVID, il y a eu la guerre, il y a plein de trucs avec ça ne s'arrête pas. On dirait que c'est comme si il y avait une espèce de surtension. Et cette surtension, pourquoi elle est là? Elle est là parce que justement, à mon sens, à moi, l'être humain, finalement, a atteint un certain degré de maturité pour être capable, justement, de prendre une voie qui serait différente. Maintenant, inconsciemment, je dis bien inconsciemment, la conscience humaine, elle est animée par de la mémoire. Et cette mémoire-là, elle est consciente de cette maturité que l'être humain est en train de prendre. Et pourquoi une surtension? Ben, c'est justement la surtension, elle est là pour bousculer la conscience humaine, pour ne pas qu'elle soit capable de retrouver cet alignement-là qui lui permettrait de faire le changement. Pourquoi? Mais parce que, comme je disais tantôt, la mémoire, elle a une certaine conscience autonome. Et cette conscience autonome, elle repose sur quoi? Bien, elle repose sur l'idée qu'elle existe, cette conscience autonome-là, mémorielle, parce qu'elle se nourrit de l'être humain. Elle se nourrit des blessures humaines, elle se nourrit de toutes les répétitions émotionnelles que l'être humain vit à travers les temps. Donc, c'est évident que le processus dans lequel on est un processus qui amène progressivement vers ce changement. Ça ne sera pas demain matin, mais c'est un changement dans lequel on peut reconnaître effectivement les signes. Cette surtension qui existe, c'est parce que justement, il y a des collectivités humaines qui sont nourries par la mémoire, puis par l'ego, et qui veulent à quelque part prendre possession de l'être humain, puisque ça leur permet justement de préserver cette espèce de cycle limitatif, je dirais, de la conscience humaine, et que tout ça, bien évidemment, contribue à nous garder prisonniers d'une forme d'autorité quelque part. Et que la libération, bien, elle passe justement par ce sentiment de dire, ben non, moi, je n'ai plus envie de subir ce genre de processus-là, parce que j'ai connu ça, moi, en tant qu'humain, là, dans mon histoire humaine, si on regarde l'histoire de l'humanité, on va se rendre compte, effectivement, que ce qui est en train de se vivre actuellement, ou les tensions qui se vivent actuellement, c'est des choses qui ont déjà été vécues ou qui ont déjà été imaginées. On pense simplement à la science-fiction, par exemple. Vous voyez, on a généré dans notre imaginaire un certain nombre d'informations qui sont en train de se réaliser actuellement. Donc, on doit maintenant reprendre contact avec notre pouvoir créateur pour apprendre justement à émettre à quelque part une nouvelle pensée génératrice. Et c'est pour ça que tantôt je vous parlais des reconnexions au niveau du cerveau, c'est-à-dire que quand le cerveau se reconnaît comme étant un être de lumière, il n'est plus dans le processus de répéter les erreurs du passé, dans le processus où il peut justement se réaliser dans une expression nouvelle de lui-même. Et je pense que c'est ça, quelque part, qu'on est en train progressivement de prendre comme avenue, comme chemin, comme route. Mais c'est un chemin, évidemment, qui nécessite, à quelque part, que les êtres humains deviennent de plus en plus capables d'assumer cette lumière-là pour être en mesure, donc, de prendre la direction qui va leur être plus favorable. Et c'est certain que c'est ça un peu la situation. Il y a deux forces, en fin de compte, les forces expansives et les forces limitatives. Les forces limitatives représentent la mémoire du passé qui a une emprise sur nous, puis l'expansion, mais c'est effectivement cette capacité de se libérer de cette mémoire-là. Et conflit entre conscience humaine et mémoire. Effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et la mémoire, bien, comme je disais tantôt, c'est que quand on regarde un champ énergétique d'une personne, moi, je veux plein de mémoire dans son champ énergétique. Donc, il ne faut pas se leurrer. Dans une collectivité, il y a plein de mémoire également. Et cette mémoire-là, qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle essaie de vivre, elle essaie d'exister. C'est une pulsion primitive. Et cette pulsion primitive-là, elle veut vivre en gardant en vie les émotions qui la nourrissent. Et c'est ça, quelque part, à laquelle il faut devenir de plus en plus conscient, et que tous les réseaux sociaux, l'Internet et tout ça, il faut commencer à être conscient, quelque part, que c'est une façon, finalement, de nous garder dans une forme d'espace, de docilité au niveau de notre conscience. Et que plus on est connecté avec notre lumière, mais plus on apprend, justement, à se dégager de
imprégnation, pourrait-on dire, que tous ces éléments-là peuvent jouer sur notre conscience. Et c'est pour ça que la pleine conscience intuitive, à mon sens à moi, peut être un bon outil pour arriver justement à cheminer à ce niveau-là. Donc, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous dire. Ce que je voudrais dire peut-être avant de terminer pour notre entretien, c'est que moi, je vais être en passage en France. C'est ça, en France, oui. À partir donc de très bientôt, je vais partir donc le 22, j'arrive le 23 là-bas, je fais un salon à Rennes, ensuite je vais rester un certain nombre de temps en Bretagne, surtout à Redon, mais je vais me déplacer un petit peu. Et ensuite, je vais être à Paris et je vais faire 2 conférences à Paris en présentiel, donc en Bretagne aussi, mais en présentiel à Paris. Il y aura donc un week-end donc à Rennes, un week-end d'introduction sur la pleine conscience intuitive et un week-end d'introduction également à Paris. Donc, le 11 et 12 mars à Bretagne, à Redon, non, à Rennes, excusez-moi, et le 1er et 2 avril, donc à Paris pour le week-end. Ce week-end-là, qu'est-ce que c'est? C'est un apprentissage de l'application de la pleine conscience intuitive, tant sur soi-même que sur un partenaire. C'est très pratique comme week-end. On apprend donc à développer le décodage intuitif, la déprogrammation de la mémoire cellulaire et les techniques de soins. Et dans ce week-end-là, on apprend à faire sur soi et sur un partenaire. Donc, c'est quelque chose, comme je dis, vous avez comme des outils très concrets qui ressortent de ce week-end-là. Et vous pouvez ensuite, donc, évidemment, le développer, l'appliquer, etc. Et ceux qui sont intéressés, il y a donc un stage professionnel qui va être proposé également le 26 au 30 mai autour de Paris, qui, lui, va pour objectif donc de vous proposer de prendre les applications qui ont été vues dans ce week-end-là, avoir des enseignements en ligne pour vous préparer au stage qui va traiter de la spirale évolutive et des soins des chakras. Et durant le stage de 5 jours, il y aura donc effectivement un enseignement plus élaboré sur la pratique professionnelle à ce moment-là. Et vous avez pour Montréal, la question qui m'est posée, c'est que moi, je reviens au mois de juin. Et au mois de juin, il y aura donc un enseignement qui sera proposé à Montréal à ce moment-là. Je n'ai pas la date en tête exactement, mais si vous êtes membre de mon mailing list, vous allez recevoir les informations concernant ce week-end-là qui aura lieu donc le 3 et 4 juin, je pense, si je me rappelle bien, là, à Montréal. Mais ça, c'est avec un petit doute que j'ai, là, que je vous dis. Alors, si vous avez des questions d'interrogation, évidemment, me faites-le moi savoir, ça va me faire plaisir. Je serai également dans d'autres endroits, je vais être en Suisse aussi à un moment donné. Je serai également à Ronces-les-Bains, qui donne, je vais faire un congrès de Reiki. Il y aura donc un week-end d'enseignement qui sera proposé également dans le cadre de ce congrès-là. Et il y a d'autres activités qui vont peut-être se mettre en place. Là. Il y a encore des petites choses qui ne sont pas encore convaincues, dont je ne suis pas encore convaincu, qui ne sont pas encore arrêtées complètement. Mais donc à Montréal, ce sera au mois de juin que je vais faire le week-end et le stage de 5 jours aura lieu sans doute au mois de septembre, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des interrogations à me le faire savoir. J'espère que vous avez apprécié notre petit entretien. Et puis, évidemment, ceux qui sont intéressés, bien, vous pourrez accéder à un replay. Il y a Maryse qui me dit « Merci Sylvain, j'ai beaucoup apprécié le lien qui te présente entre l'évolution de la conscience humaine et les répercussions que cela a sur le mode de fonctionnement social et économique mondial. » Bon, si j'en ai, je te remercie. Et oui, c'est ça. Puis n'hésitez pas à me demander des questions concernant ça. J'ai de l'information que je peux vous envoyer par Internet qui sont assez complètes sur les enseignements, les programmes et les activités qui auront lieu donc en Europe. Voilà. Ben, je vais vous souhaiter une très belle fin de soirée pour les gens de l'Europe, une très belle fin d'après-midi pour les gens du Québec. Et je vous dis donc à très bientôt. Vous recevrez sans doute un replay dans le courant de la semaine pour ce petit vidéo-là, si ça vous intéresse. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.